allez voir dans l'explication, j'espère que vous allez le voir, c'est l'idée qu'on peut, c'est pas vrai qu'on peut faire les deux ensemble. Il va falloir choisir entre les deux. Et dans le fond, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui n'est pas intéressant, c'est quoi les pièges d'un côté ou de l'autre. Alors, la QLPA, on fait plusieurs choses. On est là depuis 1982. C'est un groupe environnemental. On travaille beaucoup avec les gens. On travaille sur les QSL, sur les changements climatiques. Vous voyez la qualité de l'air, le gaz de schiste. On a un programme qui s'appelle Fête de l'air où on sort les autos qui sont... On reprend les autos de 97 et moins, je crois, et on offre à la place des incitatifs. C'est un programme qui fonctionne à 200% tellement il est populaire. Et là, maintenant, j'ai su que Amkoui a adhéré aussi à l'autre programme qu'on a qui s'appelle Changer d'air, où vous pouvez remplacer votre poêle à bois, qui est plutôt polluant, par un poêle à bois qui est plus intéressant. C'est un très beau service. Il faut que les municipalités embarquent. Il y avait aussi Codoscal qui avait embarqué avant nous. OK, Codoscal a embarqué aussi. Je suis également élu municipal, ma municipalité a embarqué aussi. Alors, nous, le mandat qu'on a, c'est toute la défense des questions de qualité de l'air et les questions d'éducation populaire. C'est fondamental dans nos deux cas. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment transmettre l'information qu'on a, puis travailler avec le monde, parce que quand on a des conférences et tout ça, vous apportez l'information aussi, on la travaille, on la remet à d'autres et tout ça. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est important d'agir ensemble. L'autre chose, c'est qu'on travaille beaucoup sur la question énergétique, parce que, dépendant de la source d'énergie, ça a des liens très importants sur la qualité de l'air. Même si notre premier mandat, c'est la qualité de l'air, on travaille sur des domaines connexes quand il y a un lien fort sur la qualité de l'air. Alors, on va partir de la stratégie énergétique, la situation énergétique actuelle dans le monde. Présentement, dans le monde, le soutien pour les énergies fossiles, les hydrocarbures, là on parle de gaz, pétrole, charbon, est 6 fois plus important que le soutien qu'on a pour les énergies renouvelables. Soutien sous forme de subvention, soutien sous forme de, souvent de crédit d'impôt, souvent d'avantages et tout ça. Et vous comprenez que quand on nous dit que les énergies renouvelables, c'est pas rentable, bien, remettez ça normal, puis vous allez voir que ça va devenir rentable tout d'un coup. Parce que c'est pas vrai que c'est la loi du marché. Ensuite, ce qu'on peut voir assez rapidement, c'est au Québec, ça ressemble à quoi notre consommation d'énergie. Fait que la première meringue, je vais vous reparler de meringue tantôt, la première meringue, c'est comme vous voyez, c'est toujours le transport où est-ce qu'on tend à consommer le plus, parce qu'on n'est pas tant que ça au Québec, un monde industriel, moins que dans d'autres pays. Fait que c'est beaucoup le transport qui joue. Et le commercial qui est assez important. Vous voyez là, que le résidentiel, c'est pas la fin du monde. Quand on arrive à la consommation de pétrole par secteur, c'est littéralement le transport qui va chercher le charbon. Et quand on regarde le pourcentage par source d'énergie, le charbon au Québec, en gros, ça n'existe pas. Ça, oubliez ça. Le pétrole, 32 à cause du transport. Gaz naturel, 14 et il augmente. L'électricité, je l'ai mis entre guillemets, parce que l'électricité, c'est pas un combustible. L'électricité, c'est un mode. Alors, c'est de l'hydroélectricité, probablement, qu'il voulait dire. Je signale que ça vient du ministère des Ressources naturelles. Et il y a la biomasse qui augmente. Peut-être qu'ils auraient besoin d'aller au cégep de Legault. Ensuite, le pétrole, tu sais, souvent on se fait dire, si on a le pétrole dans le Golfe, si on va avoir quelques petits puits, ça va être presque beau et délicat. Là. Vous savez, il va y avoir le pétrole, il va y avoir les homards à côté. Là. Ben, en tout cas, dans le Golfe du Mexique, il y a 50 000 puits. Ça veut dire que c'est pas vrai que dans le Golfe Saint-Laurent, on en a 3. Deuxième chose, 43 000 km de pipelines. Les pipelines, ça fuit. Les puits, ça fuit. Fait qu'imaginez ce que c'est. Puis la troisième chose, c'est que vous savez, le Deepwater Horizon, c'est l'horrible accident qu'il y a eu dans le Golfe du Mexique. On nous dit souvent, on est juste en exploration, il n'y a pas de problème, on est en exploration. C'est souvent la phase exploratoire qui est la plus dangereuse. La phase d'exploitation, par exemple, sur les gaz de schiste, c'est quand on branche le tuyau au réseau, quand on branche le puits au réseau de gaz métro, le tuyau. C'est pas là que c'est dangereux quand tu fais la fracturation, quand tu es en exploration. Et si le puits avait été en exploitation, il aurait été plus sécuritaire, quand justement, ce n'était pas terminé. Ça vous donne une idée. Ensuite, des fuites, on nous dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup de fuites. C'est comme, on est habitué à ça, il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est les fuites de gaz dans le monde. La moyenne, c'est 20% des puits qui fuient. Au Québec, on a 31 puits de gaz de schiste, il y a déjà des puits qui fuient. Fait que ce n'est pas quelque chose qui est rare, ce n'est pas quelque chose qui n'arrive pas. C'est juste quelque chose qui traumatise moins les compagnies que les gens qui vivent le lieu. Alors, la situation mondiale qui est actuelle, et vous le voyez, on est en train d'aller chercher les sources d'hydrocarbures qui sont dans les endroits les plus fragiles, qui sont dans les endroits les plus dangereux. Les techniques sont encore sont moins sécuritaires qu'elles étaient parce que celui qui était facile à aller chercher, le pétrole et le gaz, en gros, c'est fait. Alors, qu'est-ce que ça fait? On le sait très bien, il y a plusieurs guerres qui sont liées au pétrole.
de l'environnement, je pense qu'on est assez conscient. Conflit d'usage. Si on pense, par exemple, dans le golfe Saint-Laurent, le pétrole qu'il va y avoir, une des craintes des pêcheurs, c'est que même à faible dose de pétrole dans l'eau, que le homard se mette à goûter un peu le pétrole. Si ça arrive, vous venez de tuer l'industrie de la pêche. Il n'y a pas personne qui veut manger un homard avec un petit bout de pétrole dedans. Fait qu'il y a ces conflits d'usage-là. Si vous en faites, si par exemple à Gaspé, c'est quoi qu'il y a présentement? Il y a un conflit d'usage entre les gens qui sont là, qui vivent là, puis qui veulent avoir leur eau, qui sont des résidents, et le gaz qui menace directement l'usage résidentiel dans ces coins-là. Dispersion des écosystèmes et des habitats, je pense que c'est assez clair, incluant les humains. Si le gaz de schiste débarque, moi j'ai un petit village à Saint-Marc-sur-Richelieu qui est un village touristique avec des maisons qui valent cher, vous pouvez être sûr que la seconde qu'il y a un puits là, les gens vont vouloir partir. Et le prix des maisons, les gens n'achèteront plus. Et déjà à Saint-Marc, on a vu cette situation-là. Le regroupement gaz de schiste s'est fait engueuler comme du poisson pourri parce qu'ils avaient mis une pancarte non au gaz de schiste et que ça va empêcher une vente. Parce que les gens disent, je ne m'installerai pas là où il y a du gaz de schiste. Mais le problème, ce n'est pas la pancarte, c'est la possible réalité qu'il y en a. Fait que, l'autre problème, c'est qu'il faut comprendre que le gaz et le pétrole, les hydrocarbures, oui, c'est des produits pétroliers, mais c'est surtout des produits financiers. Fait qu'oubliez l'idée, une seconde, que c'est l'énergie, c'est ça qu'on négocie sur les marchés. Une des choses qui est vraiment remarquable du gaz naturel, par exemple, c'est qu'il y a une très grande volatilité des prix. Le gaz naturel, en 2008, était à 13 $ du gigajoule. Il est rendu autour de 3, puis il ne monte pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gaz de schiste, fait que là, ça fait baisser les prix. Je vais vous expliquer tantôt le problème que ça a quand les prix baissent. La clause de proportionnalité, ça, Stéphane va en parler probablement un peu mieux, mais en gros, on a une entente avec le libre-échange des États-Unis. On est obligé de fournir aux États-Unis 2 tiers de notre production de pétrole, des sables bitumineux et de gaz hydrocarbures. OK? Ça veut dire que si on vient en manque, il faut d'abord fournir les États-Unis avant de fournir le Canada. Vous comprenez à quel point ce n'est pas sécuritaire de faire ce genre de choses-là. La bonne nouvelle de la clause de proportionnalité, c'est que c'est juste le gaz puis le pétrole. Ça veut dire que si on fait des énergies renouvelables, si on fait de l'électricité, on n'est pas dans la clause de proportionnalité. Juste ça devrait nous donner une indication qu'on est mieux de parler dans le gaz que le pétrole. Ensuite, les compagnies pétrolières et gazières, je pense que vous en êtes un peu conscients, les externalités, ça ne les intéresse pas. Autrement dit, l'impact que ça a sur les gaz à effet de serre, ça ne les intéresse pas vraiment. La quantité totale d'eau, par exemple, qui est utilisée en pétrole et gaz, ça ne les intéresse pas vraiment. Les intérêts, l'impact cumulatif de plusieurs entreprises, ça ne les intéresse pas, c'est pas supposé être leur responsabilité. Spéculation et privatisation. Quand on est parti sur le gaz de schiste, qu'on a commencé à avoir les premières données, on s'est rendu compte qu'il disait qu'il y avait des réserves pour 200 ans de gaz naturel, que c'est donc merveilleux. Et il y a des journalistes du New York Times qui ont découvert qu'ils avaient exagéré de 80% les réserves. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est la spéculation. Il y en a aussi qui ont des actions. Des actions, good, je suis fière de ça. Les actions, c'est que vous allez aller vers la compagnie qui vous donne un meilleur profit. Pour que la compagnie vous donne un meilleur profit, il faut qu'elle vous convainque que vous allez en faire beaucoup. Bien, pour qu'elle puisse vous convaincre d'en faire beaucoup, elle va dire qu'elle a beaucoup de réserves. Et d'ailleurs, un symptôme de ça, est-ce que vous savez que l'île de Montréal, l'île de Laval, Longueuil sont toutes claimées, c'est-à-dire que les compagnies ont tout acheté le sous-sol où se promène le métro, entre autres. On le sait qu'ils n'iront pas forer là. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'après ça, sur papier, ça veut dire regardez combien on a de terrains clémés. Même s'il n'y a pas d'utilité à ces terrains-là. D'ailleurs, la prochaine fois que vous serez à Montréal dans le métro, vous direz que vous êtes chez Compagnie Gazière. Ou le vieux gag, tu descends en cave, oups, je suis plus chez nous. Alors, privatisation, quand on dit le pétrole, c'est à nous autres, c'est faux. Le pétrole appartient aux compagnies. Le sous-sol appartient à la couronne, appartient au gouvernement, à nous autres, mais pas le pétrole lui-même. Justement, c'est ça qu'ils viennent chercher. L'autre chose, c'est la désinformation. Amusez-vous à écouter les gazières et les pétrolières. Des fois, on va vous faire un tout petit extrait tantôt de pétrolière. C'est merveilleux. À critiquer. D'ailleurs, ça pourrait être le fun dans un cours d'analyser leur discours et de voir qu'est-ce qui ne tient pas debout, parce qu'il y en a vraiment des grosses immenses. Je vais vous en donner un. Le ministère des Ressources naturelles qui est venu à Saint-Marc chez nous et qui nous a dit le gaz de schiste, on lui disait c'était quoi les risques liés au gaz de schiste. On s'entend, c'était en 2010, début 2010. Le gars du MRNF nous répondait c'est vous qui allez nous le dire. Donc là, on répète la question 2 fois. C'est quoi les risques? T'sais? Il nous répète la même chose, c'est vous qui allez me le dire. Au bout de la 3e fois, il y a une mère de famille qui s'est dit, qui dit écoute, ben, élever des enfants, c'est risqué. On peut savoir c'est quoi les risques de gaz de schiste? Il n'y en avait pas. C'est sur le site Internet de Saint-Marc. Il n'y a pas de risque au gaz de schiste. Il aimerait peut-être mieux qu'on enlève ce PowerPoint-là du site Internet de la municipalité, là-bas. Mais il y en a plein d'autres exemples. On a par
exemple, le président de Quester, Michael Binion, qui voudrait absolument qu'on soit comme l'Alberta. Lui, pour lui, l'Alberta, c'est ce qu'il y a de plus beau. Bon, pas nécessairement. Perte de contrôle. Quand un pays, on va le voir plus en détail, mais c'est clair que le gouvernement perd le contrôle quand les compagnies rentrent. Parce que les compagnies, c'est des compagnies qui sont très grosses, qui sont mises ensemble. Il faut comprendre que les compagnies pétrolières ne travaillent pas en compétition, mais travaillent en complémentarité. Si la job est trop grosse pour eux autres, si l'expertise est différente, ils vont se mettre ensemble et non pas en compétition. Ce n'est pas la même chose. Je vais vous donner un exemple. Vous avez déjà vu ça, un stop qui a 4 stations-service? Avez-vous déjà vu ça? Un stop qui en a 2, 4 stations-service. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a plus de chances que les gens aillent là, parce qu'il y a 4 stations. Ils peuvent choisir, ils peuvent être, puis sont sûrs qu'ils sont ouvertes ou n'importe quoi. Ça s'appelle l'économie d'agglomération. C'est un peu le même principe. Respect de la réglementation locale. Vous le savez, présentement, la ville de Gaspé se bat bec et ongle pour protéger son eau. Et ça part de tous les bords que la municipalité exagère, qu'elle ne devrait pas faire ça. Puis là, il va peut-être même y avoir de la réglementation provinciale qui va éliminer la réglementation municipale. On s'entend que si ça débarque à Anqui, Monsieur Ruet, vous allez avoir la job. Je suis prêt. Mais de façon générale, il y a des études qui commencent à être faites sur qu'est-ce qui arrive quand on devient un État pétrolier. Parce que présentement, je vous signale, on est un État hydroélectrique. Et on est très bon sur l'hydroélectricité, mais une des propositions, c'est qu'on devienne un État hydrocarbure. Fait qu'on regarde le Venezuela, l'Alberta, on regarde la Norvège. Le premier principe, puis je vous demanderai de faire le parallèle aussi avec le plan Nord, parce que c'est un peu la même idée, c'est ce qu'on appelle le boom and bust. Tu débarques là, tu vas chercher tout ce que tu peux tout de suite, les compagnies, c'est ça qu'elles font, puis elles repartent. C'est ça qu'elles font un peu partout. Elles ne font pas ça sur 20 ans, elles ne font pas ça avec la deuxième, troisième transformation. Elles rentrent, elles vont chercher le stock, puis elles ressortent. Ce que ça fait, c'est contrairement à ce qu'on nous dit, quand on dit que ça va faire plein de jobs et tout ça, on l'a très bien compris dans le gaz de schiste, ça va être la même chose dans le pétrole. C'est des gens qui ont l'expertise, qui arrivent d'ailleurs, qui débarquent chez vous, qui sont souvent anglophones, j'ai rien contre les anglophones, qui arrivent, qui ont des grosses payes, puis qui sont dans votre village. Ils vont aller chercher les logements, il va se bâtir de quoi. Ils vont avoir beaucoup plus d'argent que vous autres, ce qui fait que ça va changer l'équilibre entre les deux. Il arrive plein de problèmes. On le voit aux États-Unis en ce moment avec le gaz de schiste. Il y a beaucoup de villages qui ont des problèmes de délinquance, qui ont des problèmes de violence. Il y a beaucoup de questions sociales. Or, ces questions sociales-là sont rarement discutées. On le voit aussi très bien sur la Côte-Nord. Il y a un cri d'alarme en ce moment des mairesses et maires de la Côte-Nord sur les conditions sociales du plan Nord. Déséquilibre de revenus, entre autres entre les femmes et les hommes. Et vous autres, je ne sais pas si vous le vivez dans le Bas-Saint-Laurent, mais vous connaissez le phénomène, ce qu'on appelle le fly-in, fly-out, les gens qui vont sur la Côte-Nord en ce moment, qui vont sur le plan Nord, ce qui fait qu'ils partent pendant 12 jours, puis ils reviennent après. Moi, je peux vous le dire parce que j'ai vécu ça. Quand ton chum est parti 10 jours sur 12, puis après ça, il est là 12 jours, les 3 premiers mois, en gros, on s'arrange. Mais à un moment donné, toi, tu fais ta petite vie avec les enfants ou avec la maison, puis ton chum, lui, s'attend à avoir exactement les mêmes conditions qu'il est habitué. Il y a beaucoup plus d'argent qui rentre. Fait que souvent, il y a la chicane qui pogne, les couples larges. On voit ça beaucoup, beaucoup, parce qu'il n'y a plus de cohésion qui est là. Les gars, souvent, on l'entend peu aussi, mais les gars, souvent, sont malheureux en haut, parce que, par exemple, ils ne sont pas proches de leurs jeunes enfants, et que ça crée plein de problèmes. Autrement dit, l'argent, ce n'est pas toute la solution. Et l'autre chose, c'est que si vous acceptez de travailler avec un gros salaire, vous vivez avec les conséquences. Aux États-Unis, il y a présentement une docteure qui s'occupe de cas d'employés sur le gaz de schiste qui ont dû signer des clauses de confidentialité sur leur état de santé. Ça veut dire que si tu tombes malade, tu ne peux pas appeler ton médecin, tu ne peux pas appeler le 911, il faut que tu appelles le médecin de la compagnie. La raison pourquoi il faut que tu appelles le médecin de la compagnie, c'est que si tu arrives en cours, tu n'as aucune défense. Elle essaie de trouver des solutions pour ça, puis elle dit il y a des gens sur le gaz de schiste, sur les puits, qui sont tombés malades la première fois. Fait qu'il y a quelque chose qui se passe là. Problème de soutien gouvernemental à l'entreprise plutôt qu'à la population. Je ne sais pas si vous avez vu les 3 derniers mois, mais je ne sais pas si ça vous frappe, qui est en train d'avoir une espèce de changement du nouveau gouvernement vers, mon Dieu, c'est une belle idée de pétrole, puis même le gaz. Tu sais, le gaz de schiste, dans le fond, avant les élections, c'était oui, on va bloquer ça, il va y avoir un moratoire, tout va être fait, tout va être beau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un peu plus mou que ça, pas mal. Et ailleurs, on le voit beaucoup. Je pense qu'on peut regarder le Canada avec Harper. C'est assez clair qu'Harper et pétrole, ça va ensemble. Là. Problème de gouvernance, corruption, faible réglementation, ça va tout avec. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment des études qui sont claires là-dessus. Ensuite, ce qui se passe, c'est que quand tu as un boom pétrolier, comme tu as eu en Alberta, par exemple, ce qui arrive, c'est que souvent, on baisse en même temps les impôts. Sur le coup, c'est intéressant, tu dis, bon, on baisse les impôts, c'est bon pour moi. Mais qui dit baisse d'impôts, tu baisses de services dès que le revenu pétrolier n'est plus là.
Et ce qu'on voit en Alberta présentement, ce qu'on voit également un peu à Terre-Neuve, c'est qu'avec la baisse de revenus pétroliers qui est liée à la volatilité des prix, bien, les services publics sont partis aussi. Donc ça, c'est pas mal moins drôle. Et comme il y a une partie des revenus qui viennent du pétrole aussi, on a tendance à être moins transparent envers la population, moins c'est quoi le mot? Moins redevable à la population. Fait qu'on crée une espèce de milieu qui est assez désagréable. Et l'exemple qu'on entend toujours, qui est le magnifique exemple de la Norvège, parce que la Norvège a du pétrole, c'est un des pays les plus riches au monde, puis ça demeure un pays très social-démocrate et tout, il n'est pas si beau que ça. Il y a des gens qui ne sont pas allés vérifier de près. En passant, je vais en Suède toutes les années, je vais en Norvège, je vais en Finlande, au Danemark. C'est des pays merveilleux, mais c'est pas le paradis. Ils ont aussi des questions. Alors, 5 millions de personnes, c'est là-bas qu'il y a beaucoup de fjords, qu'il y a beaucoup de terrains montagneux, c'est très beau. Ils sont devenus indépendants de la Suède en 1905 sans aucun conflit, juste à force de négocier, fait que ça se fait l'indépendance sans conflit. Pays scandinave reconnu pour ses efforts de protection de la biodiversité, ses mesures sociales, et ça c'est tout à fait vrai. Mais ce n'est pas un pays d'énergie renouvelable. La Suède, oui. L'Islande, oui. Le Danemark, oui. Mais pas la Norvège. Ils n'ont pas besoin. Ils ont du pétrole. Fait qu'ils ne le font pas. L'autre chose, c'est qu'il n'y a pas d'exploitation gazière et pétrolière sur l'île. Excusez, pas sur l'île, en Norvège. Il y en a effectivement sur les côtes, mais il n'y en a pas sur place. Comme ils ont du gaz de schiste, ils ne l'exploitent pas. Parce qu'ils savent que la seconde que c'est le monde, tu sais, quand ça arrive sur ton territoire, et pas dans ma cour, il sert à quelque chose. Ça avertit les gens qu'il se passe vraiment quelque chose. Ils ont la même quantité d'hydroélectricité que nous autres. C'est-à-dire que 94% de leur électricité provient d'hydroélectricité. Même situation qu'au Québec. Statoil, c'est l'espèce d'Hydro-Québec, mais pour le pétrole et tout ça. Et ils ont à peu près plus de contrôle. L'année passée, ou c'est peut-être déjà il y a 2 ans, un groupe de scientifiques, les grands-parents, puis des groupes environnementaux ont poursuivi Statoil, la compagnie étatique, parce qu'ils disaient qu'ils ne respectaient pas leur code de déontologie en étant dans les sables bitumineux du Canada. Et ils ont perdu parce que la Cour a dit, bien, tant qu'ils respectent les lois du Canada, nous autres, on ne peut pas rien dire. Alors, c'est là qu'ils sont. L'autre chose, c'est contrairement à ce qu'on pense, que je vous disais tantôt, il y a beaucoup de fuites et il y a même des plateformes de forage en ce moment en Norvège où les gars ne veulent plus aller travailler là parce que c'est trop dangereux. C'est ça aussi la réalité. Et le fonds souverain, ça, je trouve ça très intéressant, le fonds souverain, c'est tout l'argent qu'ils ont accumulé, 500 milliards de dollars, mais ils l'investissent. Puis l'image de la Norvège, c'est toujours, on l'investit dans, on a un grand sens de l'éthique, il faut qu'on l'investisse dans des bonnes compagnies. Regardez bien ça. Ça, c'est les 5 premières compagnies dans lesquelles ils investissent. Okay? Nestlé, savez-vous c'est quoi le problème? Alimentation. Ils ont vendu l'eau, ils ont privatisé l'eau. Ce qui fait qu'il y a des agriculteurs, après ça, qui n'ont pas pu avoir d'eau parce que l'eau était privatisée et le coût des taxes avait monté plus haut. Il y en a peut-être qui se rappellent du scandale du lait, la préparation de lait pour les mères en Afrique, où ils ont culpabilisé les mères en disant que que le lait maternel, c'était pas vraiment bon, que c'était mieux la préparation de lait. On parle à des gens excessivement pauvres que justement le lait. Ouais, c'est pas du lait, mais. Dernièrement, le cheval dans la bouffe, au lieu du bœuf, la semaine passée, il y a 2 semaines, c'est Nestlé aussi. Nestlé, c'est pas une compagnie qui est honorable. D'ailleurs, je boycotte Nestlé. Shell, j'ai besoin de vous dire, le Nigeria, ils ont pollué le fleuve Niger, ils sont en lutte constante contre les environnementalistes, il y a plein, ils sont associés avec le gouvernement en place. Et Shell, c'est la compagnie pétrolière la plus polluante. Alors, si vous voulez en boycotter une, je la boycotte. Apple, je la boycotte pas là, mais ça s'en vient. Apple, est-ce que vous avez vu l'histoire du iPhone 5 comparé au iPhone 4? C'est quoi la principale différence? Il y en a-tu qui ont un iPhone 4? Oui, si. Passe-moi-les. Moi, j'ai un iPhone 4, je trouve ça vraiment génial. La raison pourquoi j'aime que Apple, c'est que ça, c'est la fiche pour les périphériques. OK? Tous les appareils périphériques passent par là. Ce qu'ils ont fait un iPhone 5 qui est pareil, en gros, comme l'iPhone 4, mais ils ont modifié le périphérique, l'entrée du périphérique, pour que ce soit la moitié. Ce qui veut dire que tous vos périphériques que vous avez en ce moment, que ce soit des speakers, n'importe quoi, que ce soit vos bases et tout ça, vous allez devoir les changer. Parce que souvent, en plus, il faut comme le déposer là. Il ne tiendra plus, il ne rentre pas. Ça va vous prendre un adaptateur. Ceux qui ont des Macs savent que ça coûte 35$, 40$, bref. C'est ce qu'on appelle de l'obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'on fait tout pour que les gens changent de produit. Ben moi, ils viennent de me perdre. Je ne sais pas ce que je vais faire dedans. Merci, Gaëtan. HSBC,
Vous êtes à la veille d'investir, là. Investissez pas. HSBC, c'est une compagnie qui est reconnue pour avoir de l'argent de terroristes, qui est reconnue pour les paradis fiscaux, qui est reconnue pour aller fouiller HSBC. Faites HSBC, paradis fiscaux, vous n'en reviendrez pas de tout ce que vous allez trouver. Si vous descendez un peu plus bas, ExxonMobil, c'est SO. BG Group, c'est British Gas. Puis BP, tout le monde sait c'est quoi BP. Eux autres, leur excuse pour investir dans le pétrole, c'est qu'ils disent on en produit du pétrole. Fait qu'on ne voit pas pourquoi qu'on n'investirait pas là-dedans. Sauf que, quand on parle de double discours, en même temps, ils disent nous autres, on s'en va dans le pétrole et le gaz, mais on va faire ça mieux que les autres compagnies. Ben, tu ne peux pas avoir à la fois la première position que la deuxième. Soit que tu considères que c'est pas grave, soit que tu considères que tu es meilleur et que tu n'investis pas dans ceux qui ne sont pas bons. Maintenant, il est toujours meilleur. Et ils investissent, comme je vous disais, dans les salles bitumineux et dans la plus grosse compagnie de gaz de schiste aux États-Unis, c'est ce pays. On parle d'un pays qui investit. Ensuite, le mythe du Québec pétrolier. Hein? Je ne sais pas à quel point vous écoutez les nouvelles et tout ça. Mon Dieu, que ça va être merveilleux quand on a le pétrole. Solution 14 milliards d'importation de pétrole. C'est vrai qu'on importe pour 14 milliards de pétrole par année. Mais le pétrole, c'est pas la compagnie. C'est pas la compagnie Amqui. C'est pas la municipalité d'Amqui qui fait le travail et tout ça. C'est pas à elle le pétrole, ce que je vous disais tantôt. Ce qui fait que c'est pas vrai que ça va être une solution 14 milliards d'importation. Il y a 2 ans, on se faisait dire le gaz naturel, on importe pour 2 milliards, ça va être le 2 milliards à la place, il va être au Québec. Ben non! On va à la place payer le 2 milliards de gaz naturel qui vient de chez nous, aux mêmes compagnies d'Alberta. La deuxième chose, c'est oui au pétrole, non au gaz. Fait qu'on dit non au gaz de schiste, mais on dit oui au pétrole. Ça ne marche pas de même. Les hydrocarbures, une fois qu'on dit qu'on est d'accord avec les hydrocarbures, on est d'accord avec l'ensemble des hydrocarbures. Et là, ça veut dire Anticosti, ça veut dire Old Harry, ça veut dire la Gaspésie, les îles de la Madeleine, ça veut dire le gaz de schiste. On part en mode hydrocarbures. Ce que je vous disais tantôt, combiner le développement des énergies fossiles et renouvelables, quand vous voyez ce qui se passe, c'est clair que ça ne peut pas être ça. Même chose, la souveraineté par le pétrole. Je vais vous expliquer tout de suite après pourquoi ça ne peut pas marcher. Puis l'autre chose, c'est qu'on dit qu'on va pouvoir contrôler l'industrie. Ça vous donne-tu l'impression qu'on contrôle vraiment l'industrie en ce moment? Au-delà des comités citoyens qui arrivent à les repousser, là, j'ai pas l'impression que l'industrie est sous contrôle tant que ça. Mais en plus, au Québec, on a plein de qualités, on a des beaux paysages, on a du beau monde, on est accueillant, on est pacifiste, mais on a 2 gros défauts. Le premier, c'est celui de se faire payer par l'entreprise. Ça, c'est Jean Saint-Marc, qui est commissaire au développement durable. Il a sorti ça il y a 2 semaines. Regardez ce que ça dit. Avant de pouvoir déterminer de façon précise les redevances qui devraient être appliquées dans le secteur, c'est avec ça qu'on va faire de l'argent et redevances. Il est nécessaire d'avoir une analyse des coûts et bénéfices précises. Cette analyse manque toujours. Autrement dit, on ne peut même pas savoir ce qu'on pourrait avoir comme redevance parce qu'on n'a pas fait l'analyse préliminaire. Et ça, là, ça ne parle pas du pétrole et du gaz. C'est les mines qui sont chez nous depuis je ne sais pas combien de temps, là. C'est toujours pas fait. La deuxième, dans laquelle on n'est vraiment pas bon, c'est forcer les entreprises à se nettoyer. Il y a 700 sites miniers contaminés au Québec qui sont là, qui traînent. On parle de milliards de dollars. Je trouvais qu'Amir, Amir Kadir l'a bien dit, pour des mesures rapides pour corriger les énormes lacunes qui font du Québec un bar ouvert et le dépotoir des minières. Là, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que le Québec, de plus en plus, se fait dire « Ah, c'est pas une place pour investir, nanana. » Ben non, c'est peut-être qu'on veut un autre modèle de société dont on va parler tantôt. Fait que quand moi, on me dit que le Québec, c'est pas une place pour investir, je fais comme pour investir dans le minier, ou dans le pétrolier, ou dans le gazier. Je fais comme, yeah, on est en train de gagner. Parce que c'est beaucoup moins noir que vous pensez. Alors, quand je dis qu'on n'est pas bon, il y en a dessus qui ont entendu parler de l'Irving Well. Hein? Ceux qui sont un peu plus vieux. L'Irving Well, 1970. Il y en a combien qui n'étaient pas nés en 70 ici? OK? Irving Well, c'est une barge qui s'est échouée au large des îles de la Madeleine, qui avait du pétrole lourd et qui avait du BPC. Et là, la solution géniale qu'ils ont eue, c'est de mettre le sable qui s'est contaminé aux îles de la Madeleine dans des sacs et d'enfouir ça aux îles de la Madeleine. Devinez ce qui se passe avec l'érosion. On est en 2013. On a encore des nouvelles régulièrement, puis ça, Stéphane en a trouvé. On retrouve les sacs de sable contaminés avec du BPC et du pétrole lourd. 70, c'est à peu près 2013. 43 ans, puis il y a encore 100 000 sacs enfouis encore aux îles de Madeleine. OK? En passant, quand on dit qu'on n'est pas bon pour se faire payer, c'est le Canada. Là. Ils ont payé la barge, là, la compagnie Irving a payé 5 millions au lieu de 42. Ils ont renfloué la barge, puis la barge s'est promenée a continué à se promener sous un autre nom. Puis en plus, ils ont fait de l'argent avec les assurances. C'est ça. Puis en plus, c'était même pas belle. Deuxième catastrophe qui, elle, est continue, qui touche 3 municipalités, c'est en Montérégie.
1968, je ne reposerai pas la même question, mais si vous n'étiez pas né en 70, vous n'êtes pas né en 68. C'était des déchets de raffinerie de pétrole de l'Est de Montréal qui voulaient enfouir là qui voulaient mettre là pour 3 mois. Okay? C'était ça le coup du départ. Non seulement à la fin de 68, qui était toujours là, mais en 72, ils ont décidé de rajouter par-dessus un incinérateur de déchets organiques. Il y a une nappe phréatique en dessous, contaminée depuis ce temps-là. C'est ce qu'on appelle les lagunes de Mercier. Et les maires et mairesses de ces municipalités-là, en 2012, sont encore en train d'exiger qu'il y ait de la décontamination. On est à 45 ans plus tard. Autrement dit, quand il y a un problème pétrolier, il reste un problème gazier. C'est ça qu'il faut. Ça se peut que ça n'arrive jamais. Mais est-ce qu'on est prêt à vivre ça? Moi, je ne suis pas sûre. Puis l'autre affaire, c'est que l'industrie, elle, les risques, elle est habituée. Il y a un seul risque qu'elle n'aime pas. Les risques pour une industrie, je vous ai montré tantôt les fuites là, un peu partout dans le monde, ils sont habitués à ça, ça fait partie de la job. Quand il y a une fuite, il y a un protocole, il y a des choses à faire, puis il y a une campagne de relations publiques qui va avec pour dire au monde, tout est beau, tout est parfait. Gestion financière des risques. Ces compagnies-là, ils vous le disent régulièrement, on a perdu je ne sais pas combien de millions. Là, à Gaspé, là, on entend Pétrolier qui dit on a perdu je ne sais pas combien d'argent. Ça rentre dans leurs chiffres, ça n'a pas de conséquences vraiment pour eux autres. Il faut le comprendre parce que ce n'est pas comme un budget personnel, ça n'a rien à voir avec ça. Ça rentre dans leurs chiffres. Ils vous sortent aussi un jargon technologique et scientifique vous donnant l'idée que vous êtes bête. C'est vraiment ça l'idée, c'est de dire, nous autres on sait de quoi on parle, mêlez-vous pas de nos affaires, vous n'êtes pas bon de toute façon. Je vous signale au Québec que Stéphane et moi, on fait partie d'un collectif de 168 scientifiques sur la question du gaz de schiste, puis on passe pour des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Pas pire quand même. Pas d'intérêt pour les externalités, j'en ai parlé tantôt. Déconnexion de la réalité des gens. Les claims pétroliers et gaziers, vous pouvez cliquer sur Internet, puis là, vous voyez une carte, puis vous voyez là où il y a des espaces qui n'ont pas été claimés, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut aller faire l'exploration. Autrement dit, les gens qui viennent d'Alberta, qui viennent de l'Australie, qui viennent des États-Unis, tout ça, eux autres, ils ne voient pas toi. Ils voient une carte. Il n'y a même pas d'arbre, il n'y a pas de maison, il n'y a pas rien. Ce qui fait qu'ils claiment là, puis là, oh, il y a du monde qui reste là. Oh, je vais vous donner un exemple de ça. Dans mon petit village, là où il devait y avoir un puits de gaz de schiste, il y a eu une étude environnementale qui a été faite pour l'industrie et pour le gouvernement. Et l'étude, elle disait, il y a du maïs ici, puis elle disait, il y a un petit boisé là, puis elle disait, il y a des chevaux là et tout. C'est tout. Ben non. Il y a une garderie à 800 mètres, puis il y a une maison à 200 mètres. Mais ça ne fait pas partie des choses qu'ils doivent dire. Ben, les gens qui avaient la maison et la garderie n'ont pas trop drôle. Mais le vrai risque, qui lui est vraiment cool parce que c'est vraiment la preuve qu'on peut faire quelque chose, la seule chose qui fait peur à l'industrie, c'est le monde. C'est le mouvement citoyen. Je vous assure que, regardez le gaz de schiste, s'il n'y a pas plus de puits que ça au Québec, c'est pas parce que le prix du gaz est bas. C'est parce qu'ils savent que s'ils débarquent en quelque part, ça va repartir. Et ça, là, moi, je trouve qu'au Québec, depuis 2009, s'il y a bien quelque chose que je trouve absolument magnifique, c'est qu'on a pu voir sortir toute l'intelligence citoyenne. Nous autres, on l'a beaucoup vu, vous allez la voir ici. Les gens sont bien plus intelligents qu'on pense. Ça, on est toujours vu un peu comme en troupeau, tu sais. Mais en fait, on est beaucoup plus intelligents que ça, de façon générale. Mais il y a une condition qui est fondamentale. Il faut que les gens soient au courant. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de vous donner de l'information. Puis là, plus ça dissémine, plus il y a des nouvelles questions, plus il y a des nouvelles réponses, plus il y a des débats, plus on arrive vers des choses. Et ça, c'est autant pour les mauvaises nouvelles que pour les bonnes. Deuxième chose, les groupes environnementaux au Québec, je ne parle pas juste de la QLPA, il y a beaucoup de groupes environnementaux au Québec et ils fonctionnent bien ensemble de façon générale et ils passent beaucoup d'informations. Et contrairement à un mythe commun, le monde ne vit pas riche là-dedans. Les groupes environnementaux, c'est pas une place faire si tu veux faire bien du cash, là, va te faire récupérer par l'industrie. En passant, c'est pas très dangereux. Importance des experts, sciences, techniques, culture et tout ça, parce que c'est nous autres qui connaissons le territoire. C'est pas les compagnies. Les compagnies, quand ils débarquent ici, ne connaissent pas le territoire. Qui connaît Amqui? Entre vous autres et moi, là, moi, ce que je me rappelle d'Amqui, je suis même plus capable de vous le dire. Mais là, maintenant, je connais la captive, je connais le Waldburger, des choses comme ça, je vais pouvoir en parler. Tu as visité la MRC, encore? Oui, la MRC, le CLD, mais en gros, c'est eux autres qui connaissent le territoire. L'importance de monsieur, madame, tout le monde. Ça, c'est les pires. Les monsieur, madame, tout le monde, là, c'est ceux qui n'ont pas d'intérêt pécunier. C'est ceux que tu ne peux pas attaquer parce qu'ils sont dans un groupe environnemental. C'est ceux que tu ne peux pas dire qu'ils ne sont pas scientifiques. C'est monsieur, madame, tout le monde qui connaît très bien le territoire. Et pire encore, plus tu es jeune, plus c'est intéressant parce que moins ils ne savent pas faire un coup. On l'a vu dans le gaz de schiste, mais on le voit très bien ici aussi, dans le bas du fleuve puis en Gaspésie. Il y a des comités citoyens qui se mettent spontanément en place. Des gens qui ne savent pas comment ça marche un comité citoyen, puis qui font littéralement la rencontre de cuisine, puis là, ils se mettent ensemble, puis ils fouillent, puis ils vont chercher de l'aide, puis tout ça. On le voit au Québec en ce moment, ça naît partout, et ça se met à s'aider après.
Avec Gaétan, nous autres, on travaille aussi sur le nucléaire. Il y a des comités citoyens sur le nucléaire. On travaille un peu sur plein de sujets. Si vous avez la chance et que vous n'êtes pas déprimé, allez voir le petit film sur YouTube qui s'appelle 20 000 puits sous les terres. 20 000 puits sous les terres, c'est deux grands-mères qui ont décidé d'aller voir les gens qui étaient autour des puits de gaz de schiste pour voir comment ils filaient. Si vous écoutez ce petit film-là de 45 minutes et que vous ne braillez pas ou que vous n'êtes pas choqué noir après le film, je vous suggère d'aller voir un psychologue. Ouais, il est engagé par l'industrie. Hein? Il s'engage par l'industrie. Oui, vous êtes engagé par l'industrie, effectivement, ça serait bon. L'autre chose, c'est qu'au Québec, ce qui est remarquable au-delà du bénévolat, c'est le pacifisme. Les Québécois, ils n'aiment pas ça, ils aiment ça chialer. On est chialeux comme le Colin, mais on est pacifique. On n'aime pas ça se battre. Et ça, les compagnies sont habituées à avoir des gens qui les affrontent. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent, on fait d'autres choses que de les affronter. On discute, on fait d'autres façons. Je vais vous donner un exemple. Nous autres, on a un apiculteur dans la municipalité. Ce qui fait que s'il fallait que le puits s'implante dans la municipalité, bien, il y a juste à placer ses ruches de certaines manières. Les gens qui vont travailler sur le puits n'aimeront vraiment pas ça. On pense aussi faire une soirée de chaises perçantes, par exemple, plein de choses. Mais c'est important de ne pas venir violent parce qu'ils s'attendent à la violence. La seconde que la violence arrive, la police débarque. La police n'est pas du côté des gens d'actifs. Fait que le truc, c'est, si jamais il se passe de quoi dans votre coin, imaginez ce qui peut être le plus comique, le plus humoristique. Et les journaux aiment ça. Les médias aiment ça. Fait que je vais vous donner un des très, très beaux exemples. En 2002, au Sommet de Québec, il y avait un sommet mondial, commercial, le Sommet des Amériques. Okay? Qui était clôturé, full police, en tout cas la grosse affaire. Il y en a-tu qui s'en souviennent de ça en 2002? Il y avait un gars qui était arrivé avec une catapulte à toutou. Puis qui a pitché les toutous au bord. Les toutous avec rien dans le toutou. Mais pour qui vous pensez que les médias ont pris? Ils ont pris pour le gars de la catapulte à toutou. Oui? Et ça a marché. En passant à ce même sommet-là, il y a un seul hôtel à Québec qui s'est booké au complet, toutes les chambres un an à l'avance, parce que la police prenait toutes les chambres d'hôtel, la police et l'armée, c'était vraiment un gros sommet. Fait que les autres, ils ont tous booké leur hôtel avant, tous les altermondialistes étaient là. Ouais, mais il me semble, genre, une canicule à tout, là, ça rend un petit peu moins. Crédible. Ouais, crédible. Mais l'idée, c'est pas d'être crédible, l'idée, c'est de montrer qu'il se passe quelque chose. Mais il se passe quelque chose, mais c'est comme moins impact. Mais non, ça l'est plus parce que les gens ne savent pas quoi faire avec ça. Les gens qui étaient de l'autre bord, tu ne vas pas attaquer le gars qui a la catapulte à toutou. Je peux peut-être suggérer, par exemple, un autre exemple avec le conflit étudiant anarcho-panda. Oui, anarcho-panda, c'est la banane rebelle. Là. Il Dans le servait fond, quelque chose. Anarcho-panda, il servait vraiment quelque chose. C'est d'être créatif, en fait, c'est de surprendre. C'est ça. Tu y crois pas? Mais je trouve que ça enlève un peu de crédibilité de poids au mouvement. Oui, mais ça fait pas nécessairement ça. Ça fait aussi comme effet, c'est tellement ridicule ce qui se passe en ce moment qu'il faut faire de quoi là. C'est plus ça. Parce que dès que c'est violent, c'est fini. On l'a vu dans la grève étudiante aussi. S'il n'y avait pas eu aucune violence, ça n'aurait jamais fini comme ça finit là. Puis là, il y a toujours la question, qui a amené la violence? Ça veut pas, c'est vrai que la Panda puis la banane rebelle, ils ont passé beaucoup dans les médias, puis qu'on a fait parler quand même. Oui. Puis c'est ça qui ont. Moi j'ai participé, je fais vraiment une petite parenthèse. J'ai participé tout après la loi 178, quand on n'avait pas le droit de manifester. Spontanément, il y a eu une énorme manifestation à Montréal. C'était hilarant de voir les pancartes. C'était presque toutes des gags. C'était pas du tout. Il y en avait qui étaient violents, mais la majorité des gags, c'était pour rire d'une situation qui était franchement indigne du Québec. C'est une stratégie. Peut-être que ça peut être. Un autre exemple, par exemple, les manifestations nues. Tu sais, c'est que là, c'est rendu le compte du ridicule. Oui. En passant, je fais une fleur au gars dans la place quand il y a eu, dans les manifestations nues, il y a une manifestation contre le Grand Prix. OK? Moi, je suis une chroniqueur automobile, je suis une fille qui aime les chars, mais le Grand Prix, je trouve qu'il y a plein de problèmes. Bien, les gars et les femmes ont tenu les banderoles, se sont promenés tout nus, les jeunes, parce que c'est aussi ça. Les Grands Prix amènent énormément de prostitution, amènent énormément de trafic humain et tout ça. Puis les gars et les filles disaient non, regarde, nous autres, on n'en veut pas. Moi, je trouve ça génial. Mais c'est une stratégie. Ça peut être le fun de mener d'avoir des discussions sur quelles stratégies sont les plus intéressantes. L'industrie, quant à vous, ce monde-là, la première chose qui est claire, et regardez bien ce qui se dit avec Pétrolier, avec Gaztem, c'est qu'ils ne sont pas capables de comprendre le non. C'est jamais non. C'est toujours, on va discuter, on a besoin de votre opinion. Mon Dieu qu'on a besoin de votre opinion. On va discuter. Pendant qu'on discute, eux autres, ils avancent. Tout le temps qu'on discute, là, eux autres, ils avancent. Ils ne veulent pas le non, puis même le gouvernement a bien la misère avec le non. Deuxièmement, c'est qu'on dénigre le savoir citoyen. Puis là, le plus bel exemple, c'est le BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Le BAP, quand il y a une consultation, il est en deux phases. Il y a la première phase, qui est la phase des experts,
où c'est le gouvernement qui convoque des gens pour avoir leur opinion. Et dans la deuxième phase, peu importe c'est qui, c'est la phase des opinions. Alors même si tu as un prix Nobel en économie ou n'importe quoi, tu as une opinion. Fait qu'on s'entend qu'on est pas au même niveau. J'en tire deux. Il y a 1000 médecins qui ont parlé sur la question nucléaire pour dire que ça n'avait pas de bon sens. Des médecins avec des diplômes grands de même qui ont été discrédités. Aspect technologique et scientifique, ce que je vous disais tantôt, c'est eux autres les experts, c'est pas nous autres. Ensuite, ils font des cadeaux. Avez-vous commencé à avoir des cadeaux? À un coup, probablement pas. Hein? Des cadeaux de quoi? Des cadeaux des gazières et des pétrolières? Non. Vous n'avez pas eu encore? Dans le coin de la Binière, c'était 20 000 pour la rénovation de l'église. C'est important, une église dans un village. Là, s'il y a une bridge qui veut passer son tuyau, je ne sais pas si vous avez suivi ça, la ligne 9, il veut passer un tuyau de mazout lourd entre l'Alberta puis Portland aux États-Unis. Puis, pour convaincre les municipalités tout au long, ils payent des choses pour les pompiers et tout ça. Fait que dans Montréal, au nord de Montréal, il y a 2 maires qui ont accepté parce que c'était bon pour les pompiers. Puis au sud de Montréal, la mairesse de Saint-Justin-de-Newton, elle a dit non, vous êtes en train de m'acheter. Puis là, le maire d'en haut a dit non, non, ils sont pas en train de m'acheter. Puis c'est important, les services de pompiers, que ça aille bien, tout ça. De toute façon, c'est pas vrai que je vais me laisser influencer. Mais ils sont pas si pires que ça quand même. Dans le même reportage. Puis le auprès des gouvernements. Nous autres, là, notre lobby, on le fait dans la rue, en gros. Eux autres, ils en ont 71, 75, 80, qui sont directement en lien avec le gouvernement. Et vous savez qu'au Québec, il y a énormément de monde de l'aide du gouvernement qui passe au privé. Il y en a plein d'exemples. Je peux vous dire l'attaché de la ministre Normando, par exemple, est rendu chez Gaz Métro. Le gars du MRNF qui travaillait beaucoup sur le gaz de schiste est rendu chez Petrolia. Ça s'en va tout. Il y a des portes tournantes. Le président de Gastem, on l'a connu, nous autres. Le président de Gastem était un ancien ministre. André Caillé, qui est l'ancien de Hydro-Québec. Ça se fait beaucoup au Québec, ça. Et ils nous disent tout le temps, il y a des technologies qui vont bien, ça s'améliore et tout ça, fait qu'il n'y aura plus de risque, il n'y aura plus de danger, tout ça. Mais en fait, la seule chose, en tout cas dans le gaz de schiste, ça va être la même chose dans le pétrole, la seule chose qui change, c'est la campagne de relations publiques. Le gaz de schiste, on l'a vu, on a passé d'André Caillé à Lucien Bouchard, à André Boisclair. Ça n'a pas marché les trois. Là, on a baigné, ça va être encore plus drôle. Tu peux-tu mettre le petit extrait? Oui. On va vous mettre un minuscule extrait de Petrolia. C'est un des membres du conseil d'administration de Petrolia qui représente le milieu de Gaspé. Écoutez bien ce qu'il dit. 20 secondes. Je suis capable de m'exprimer. Sans cette présence-là, ces grosses compagnies, ils viennent, on sait comment ils opèrent, ils prennent le temps de nous calmer. Après ça, ils rentrent avec le bulldozer, puis c'est trop tard. Mais au moins, j'ai la chance d'être autour de la table, puis avant que le bulldozer part, je peux avoir à m'exprimer. Puis jusqu'à date, les gens autour de la table me trouvent bien tannant, peut-être trop tannant. D'avoir eu... C'est un membre du conseil d'administration pétrolier là, qui est en train de vous dire, regardez, notre façon de travailler, c'est qu'on y va bien doucement, on essaie de vous endormir, puis après ça, on rentre avec le bulldozer. Puis même lui, qui est sur le conseil d'administration, dit, même moi, quand j'arrive avec des affaires, parce que c'est le représentant de Gaspé, il faut que je me batte pour, qui est à l'intérieur du conseil d'administration. C'est magnifique, ça parle. Ensuite, comment ils font leur relations publiques? Le logo. Voici le logo de Questar, une compagnie de gaz, qui est responsable en partie des problèmes de changement climatique et qui a un autre problème. Ça ne vous rappelle pas une autre compagnie? Coca-Cola. Oui, Coca-Cola. Coca-Cola, que tu peux faire un lien avec les changements climatiques aussi. En passant, ils n'ont jamais expliqué pourquoi il y avait un autre problème. La deuxième que vous allez aimer particulièrement, c'est Pétrolière en 2010. Vous voyez la carte de la fille, c'est Justine Kirouac, la future PDG. On s'entend plus, c'est pas probablement pas une vraie entrevue. Puis elle dit, je pense qu'il est préférable d'utiliser des ressources locales plutôt que de les importer. Savoir qu'au Québec, il y a une possibilité de produire une ressource aussi importante et qu'on préfère travailler des gens pour produire ce que nous importons. Je trouve ça très motivant. J'aimerais bien, moi aussi, pouvoir diriger une compagnie pétrolière pour développer notre potentiel et contribuer au projet de société. Hey, les filles, je m'adresse plus aux filles qui ont cet âge-là, un peu plus vieilles. Parlez vous-même, vous. Vous exprimez-vous ainsi? Probablement pas. La deuxième chose, c'est que c'est vraiment l'espoir d'être à la tête d'une compagnie pétrolière, ou peu importe la compagnie. Mais un conseil d'administration typique d'une gazière pétrolière, allez voir, c'est ça. Ça, c'est Enbridge. Pensez-vous que la fille, elle va se ramasser là? En passant, il y a deux femmes. Il y en a deux? Oui. Hein, ils sont tous à se spotter. Ouais. Jouer Charlie. Et au milieu, qui envoie là à droite, c'est tout juste s'ils n'ont pas de cravate aujourd'hui. C'est Kim, tu peux pointer aussi. Ah oui, les deux. C'est terrible de devoir regarder. Ils
aussi. Le bridge sur la vallée, hein, Ils sont en vallée aussi. ils ont acheté 50% du parc Ouais. du Café. Oh. Et Cathy. Maureen et Cathy. Ben, on les voit pas souvent, eux autres. On les voit jamais. On les verrait jamais. Ensuite, ça, c'est vraiment pas pire comme idée. Le forum schiste, il y en a-tu qui sont allés dessus? Vous autres, vous êtes moins dans le gaz de schiste. C'est totalement un faux forum fait par une entreprise qui travaille comme relation publique pour l'Association canadienne des produits pétroliers. Je t'ai mis à place un forum pour discuter, mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent toute l'information, toutes les questions qu'on n'aime pas, parce que c'est à ça qu'ils doivent répondre, mais ils choisissent qui peut parler. Puis il y a des gens qui sont là-dedans, qui sont clairement des gens d'industrie, mais qui se font passer aussi par des gens et tout ça. C'est complètement fourni. Si vous voulez faire un travail de session intéressant à mener, allez étudier cette gamme-là. C'est vraiment trippant. En passant, depuis que ça va pas bien, sur le forum schiste, le seul monde qui reste, là, c'est les gens qui sont autour de ce compagnie. Ça va pas bien. Alors, on va changer de B, parce que c'est bien beau le pétrole et le gaz, mais il y a d'autres choses à faire. Alors, vous vous rappelez ma table de tantôt, mon oreille de tantôt? Imaginez si on la revire de bord. On a 409 milliards de renouvelables, donc 6 fois plus que de fossiles. Mais regardez, il y a bien plus de choses à faire en énergie renouvelable qu'en fossile. Ça serait donc logique. Imaginez comment ça serait prendre. Je ne vous parlerai pas en détail de c'est quoi le potentiel de chacune des sources. Il y en a-tu qui l'ont vu chercher le courant? Avez-vous dû aller l'étudier? Allez vous chercher ça une année comme film, ça vous dit tout le potentiel du Québec en énergie renouvelable et il est beaucoup plus élevé qu'on pense. Il y a vraiment quelque chose là, mais il faut décider à aller le chercher. Le biogaz, lui, il peut remplacer 60% de la consommation actuelle de gaz naturel. Je vais vous expliquer tantôt ce que c'est du biogaz vraiment, mais on est dans le pur naturel. Peut-être qu'un jour, il va en avoir à beaucoup, qui sait? Oui, Une des questions qu'il faut se poser quand on parle d'énergie, c'est, tu sais, dans le fond, je vais prendre un autre exemple. Quand on cherche un char, on va chercher un char, un véhicule, une voiture, une automobile, parce que Gaëtan Chalet, tantôt, j'appelle mon auto un char. On va aller se chercher parce qu'il est sécuritaire, on va aller se chercher parce qu'il est beau, parce qu'il y a du torque et tout ça. On se fait des lignes. On va aller chercher celui qui est le plus intéressant. Mais quand on travaille dans les énergies, on devrait réfléchir pareil. C'est quoi qui est le plus intéressant, qui est le moins dommageable pour le sol, qui prend le moins de place? Ça, c'est déjà intéressant. C'est quoi? Est-ce qu'il y a un conflit d'usage si j'utilise cette source d'énergie-là? Est-ce que ça crée de la pollution? Est-ce que ça utilise beaucoup d'eau? Est-ce que c'est risqué? Et est-ce qu'il y a une bonne acceptabilité sociale? Bien, quand vous regardez, on s'entend, quand c'est vert, ça va bien. Quand c'est jaune, il y a des questions à se poser. Puis quand c'est rouge, ça ne va pas. Je vais prendre l'exemple de l'éolien parce que vous êtes dans une région éolienne. L'éolien, ça peut prendre beaucoup de place. Ça dépend comment c'est fait, ça dépend comment les parcs sont faits, tout ça. Ou tu peux en avoir des versions qui prennent très peu de place. Ça dépend du choix des gens. C'est pour ça que j'avais mis jaune. Dans les usages, oui, ça peut déranger les usages touristiques, entre autres. Il peut y avoir des conflits d'usage. Il n'y en a pas nécessairement, il peut en avoir. Et au niveau de l'acceptabilité, comme on sait, dépendant comment c'est amené, dépendant si c'est fait avec la population, c'est accepté ou non. Mais quand on arrive dans les gaz et pétrole, on sait que le gaz de schiste, par exemple, c'est très, très, très invasif. Puis vous allez voir que le pétrole, ça reste être invasif aussi parce que c'est le même genre de structure. Il y a des énormes conflits d'usage. On le voit très bien avec le résidentiel, avec le tourisme, avec l'agriculture, même des choses comme ça. On sait que ça pollue beaucoup, que ça prend beaucoup, beaucoup d'eau, que c'est risqué, puis que l'acceptabilité sociale n'est pas là. Moi, mon premier réflexe quand je vois ça, c'est, regarde, on va penser aux autres, puis celle-là, on va sortir de là. En fait, on rentre. En passant, ça, c'est un tableau. Mais ça aussi, ça pourrait être intéressant à m'amener de regarder ça et de se dire, OK, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis pour ça, mais je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ça, c'est mon impression de tout ça, mais il peut y avoir des discussions. Ça dépend de la réalité que vous avez dans vos milieux aussi. Mais une autre question à se poser, c'est qui devrait être responsable de ces énergies-là? L'hydroélectricité, c'est pas mal clair que ça devrait être au national. Tu sais, les grands barrages, c'est clair que ça doit être le Québec qui s'en occupe. Puis tu peux avoir des choses intéressantes au régional ou au municipal. Par exemple, l'éolien, tu peux l'avoir au municipal. Il n'y a pas besoin d'être nécessairement au régional. Puis un des problèmes qu'il y a souvent, c'est qu'au Québec, une des choses qu'on ne peut pas faire, c'est de la petite électricité qui ne s'en va pas sur le grand réseau. Présentement, on ne peut pas le faire. Ça se fait beaucoup en Nouvelle-Angleterre. Peut-être qu'un jour, Hydro-Québec va être plus mature et on va pouvoir le faire. Juste pour information, ça se fait en Ontario avec Hydro-Ontario. Oui, ça se fait aussi. Et puis, au Québec, oui, ça se fait jusqu'à concurrence d'annuler le compte.
Oui, oui, c'est ça, mais c'est vraiment. Puis ils prennent tes surplus puis les vendent. Mais tes vols Oui, c'est ça, et les mais- vendent. C'est sur Mais le ça va réseau. sur le grand réseau, tu n'as pas de réseau Sur le réseau. autonome. Tu l'as dans le Grand Nord, c'est du diesel et tout ça. Tu n'as pas de réseau qui n'est pas connecté au grand réseau. C'est ça que je veux dire. Mais effectivement, en Ontario, ils l'ont eu dur pendant un bout. Hein, il y a eu plusieurs problèmes. Mais effectivement, ça existe ailleurs. Éolien, tu peux très bien l'avoir national. Vous savez que le plus grand gisement de vent qui existe au Québec, selon Réal Reid, qui est un des grands spécialistes de l'éolien, c'est si vous descendez de la baie James et que vous allez vers l'Atlantique, au centre, où est-ce qu'il y a à peu près personne, il y a assez de gisements de vent, selon Réal Reid, pour fournir en électricité 3 fois l'Amérique du Nord. Fait qu'on n'est pas obligé de les mettre à côté de chez soi, nécessairement, les éoliennes. Hein. Par contre, si on les a plus près, c'est clair qu'il faut que ça soit fait avec les gens. Imposer les éoliennes sur un territoire, c'est saturer du sol. Et là, je parlais de l'exemple tantôt. Au Danemark, le Danemark est reconnu pour ses éoliennes. Ça allait bien parce que l'éolienne que tu avais dans ta course faisait 500 000 piastres avec pendant l'année, 500 000 $, ou tout ça, ça t'appartient, tu ne vas pas chialer contre quelque chose qui t'appartient. Bien, il y a eu un changement de gouvernement à un moment donné, puis on dit fini ces petits projets-là, là, c'est l'industrie qui va s'en occuper. Devinez ce qui est arrivé, le chien a pas mis. Normal, c'est votre territoire. Efficacité énergétique. Si on avait un programme national d'efficacité énergétique, on s'entend qu'efficacité énergétique, c'est des bâtiments qui sont plus éco-énergétiques, c'est de travailler pour consommer moins tout ça. C'est important d'avoir un programme au national avec des subventions pour aider, mais ça peut très bien se faire au régional et au municipal aussi. Fait qu'on peut le faire avec les deux. Le solaire, un des problèmes qu'on a au Québec, c'est qu'il n'y a aucun incitatif à peu près pour le solaire. Il y en a très, très peu pour le solaire individuel ou sur un bâtiment de commission scolaire ou des choses comme ça. Il y en a très peu. Vous autres, on a vu, il y en a pas d'autres? Solaire? Oui. Ça m'a vu ici. Mais on s'entend-tu que ceux qui le font, ils le font en mettant de l'argent en disant que ça va être fait. Puis, vous savez qu'au Québec, il y a beaucoup de solaire. Il y a un très bon potentiel solaire. Géothermie, c'est la même chose. Mais géothermie, je ne sais pas à quel point vous êtes au courant, mais il y a des projets de géothermie un peu partout au Québec, même si ça coûte cher. Il y a vraiment des projets de quartier qui commencent, des écoles et tout ça. Puis ils font avec plus d'argent, qui dépensent eux autres, mais qui se disent oui, c'est important. Et biogaz, biométhane, c'est des usines municipales, c'est ça qui fonctionne le mieux, c'est une gestion municipale. Ce qui fait que tu peux avoir accès autant à l'énergie que tu peux avoir accès au digesta, qui est une espèce de compost, dépendant des ententes qu'on fait avec Gaz Métro, entre autres. Les énergies renouvelables, c'est le même problème que la Norvège. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont bien, puis il y a vraiment des dangers aussi. C'est pas parce que c'est une énergie de source renouvelable que c'est bon. C'est pas parce que ça vient de la nature que c'est bon nécessairement. Je prends toujours l'exemple de la sciure. La sciure qui a tué Socrate. Socrate, c'est ça? Oui, c'est vieux, Socrate. C'est un poison naturel. Si vous mangez de la nanite de mouche, c'est tout à fait naturel, mais je ne suis pas sûre que vous allez aimer ça. Autrement dit, il n'y a pas une équation nature égale bon automatiquement. Les solutions à petite échelle, parfois, peuvent être catastrophiques à grande échelle. Je vais prendre l'exemple d'Amqui. La biomasse à Amqui, ce n'est pas un problème. C'est local, vous avez du bois, c'est logique, ça va bien, c'est à relativement petite échelle. Mais on parlait de faire la centrale thermique de Sorel-Tracy à la biomasse. Ça aurait été une catastrophe tellement ça leur aurait demandé de biomasse forestière. Et c'est très loin. En Montérégie, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous autres, les arbres ont une ce n'est pas une très bonne idée. L'acceptabilité sociale, c'est un signal d'alarme. Ça dit deux choses. Soit que le projet est mal amené, soit que le projet n'est pas bon, soit que les gens ne comprennent pas, soit qu'ils ne se sentent pas impliqués. Fait que vous savez que les compagnies, n'importe quelle compagnie, je vais prendre une compagnie d'auto, n'importe quoi, quand il y a des gens qui se plaignent, c'est un avantage. Parce que des gens qui se plaignent vous donnent l'indice de qu'est-ce qui ne marche pas. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qui marche, vous savez ce qui marche, vous avez besoin de savoir ce qui ne marche pas. Mais c'est la même idée. L'acceptabilité sociale, ce n'est pas un problème, c'est une solution. Parce que c'est ça qui te permet d'aller plus loin, ou bien tout simplement d'aller ailleurs, ou de faire d'autres choses. Rendement thermique est un indice. Je vais vous montrer tantôt, le biogaz, par exemple, a le double du rendement thermique de l'éthanol. Ben, c'est peut-être plus intéressant de faire du biogaz avec les déchets, par exemple, que d'en faire avec l'éthanol. Et justement, l'éthanol, vous savez, est-ce que vous savez tout c'est quoi des agrocarburants? En gros, c'est tout l'éthanol ou le biodiesel qui est fait à partir de culture. Et là, imaginez sur la planète présentement, toutes les céréales, toutes les huiles et tous les sucres sont transformés en éthanol ou en biodiesel. C'est la base de l'alimentation humaine. Là, maintenant, ils se mettent à avoir ce qu'on appelle des biocarburants de deuxième génération, du sol avec érigé, les algues, forêts, tout ça. Biodiesel avec des huiles usées, on le voit beaucoup. Les autobus de Montréal fonctionnent à 5 de biodiesel d'huile usée. Les patates frites, il y en a qui ont des projets là, de camions au biodiesel, de petites camionnettes au biodiesel. En passant, si vous voulez faire ça dans votre truck, faites pas ça avec un truck neuf qui a une garantie. Vous n'aurez plus de garantie. Biométhane, déchets organiques eau usée.
Déchets urbains non recyclables, ça c'est le projet d'Enerchem en théorie, c'est-à-dire des photos de téléphone et ce qu'on appelle du déchet ultime. Du déchet ultime, c'est ce qui ne peut pas être recyclé, mais en quelque part, ça ne veut rien dire du déchet ultime aussi. Ça, c'est sur les... Attends, je vais passer à celle-là avant. Ça, si on plantait, mettons qu'on oublie que ce n'est pas une bonne idée les agrocarburants, juste pour se donner une idée. Si on plantait 1 hectare de biomasse, dépendant de ce qu'il y a là, et qu'on avait de l'éthanol cellulosique, le deuxième, ce qu'on dit qui est intéressant, et qu'on regarde le biométhane cellulosique, avec le même champ de culture, on obtient presque le double de distance qu'on fait avec une auto qui fonctionnerait au biométhane plutôt qu'à l'éthanol cellulosique. Ce que je vous parlais tantôt, le rendement technique. Et l'éthanol, ils ont un truc, tu sais, dans les pays où il y a beaucoup d'éthanol, le truc qu'ils ont, c'est que l'éthanol a un rendement thermique le 2/3 du pétrole. Fait que le prix de l'éthanol est toujours moins cher. Fait que ça donne l'impression que c'est vraiment un bon deal. Ben non, parce que faut que ça soit moins cher puisque tu as juste 2/3 de la qualité. Ensuite, ça, c'est toujours avec les véhicules. Et ça, c'était un magnifique petit jeu qu'il y avait avant chez Volvo. Puis tu choisissais toutes tes petites bagnoles, tu choisissais toutes avec un mode de carburant que tu mettais dedans. Puis là, tes autos, ils partaient, puis c'est qu'elles qui se rendaient plus loin. C'était génial, mais il n'existe plus. Puis c'est basé sur une étude de la Commission européenne. Et ce que ça dit, en gros, c'est combien tu émets de CO2 si tu ne veux pas avoir... non, c'est pas ça. Si tu ne veux pas avoir plus que 10 grammes de CO2, quel mode de propulsion qui est mieux? Puis combien de kilomètres tu peux faire? Fait que toute la série des hydrocarbures sont au début. Puis, mettons, tu peux faire 25 km. Au bout de 25 km, tu as plus que 10 grammes de CO2. Puis quand tu arrives à l'éthanol, ça va mieux. Mais même à 85 de la canne à sucre du bois, c'est 238 km, c'est pas pire. Quand tu arrives au biométhane de déchets organiques, tu es à 312. Puis quand tu arrives au fumier sec, tu es à 2000 km. Ça part de la production à la fin. C'est ce qu'on appelle un cycle de vie d'un bout à l'autre. Et la raison pourquoi le biométhane est si intéressant que ça, c'est parce qu'il est produit localement, quand il est produit localement, utilisé localement. Le deuxième qui est intéressant, c'est l'hydrogène. Ça va faire plaisir à Michel. S'il est fait à partir de l'éolien, il est intéressant aussi, pour les CO2. La première génération au Québec, là, en l'an 2000, l'éthanol, c'était la solution miracle. C'était vraiment, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est Bernard Landry qui a parti la première usine à Varennes, qui allait en avoir plusieurs avec ça. Nanana. Puis là, en 2005, il a commencé à avoir des gros problèmes. Puis en 2007, il y a eu une énorme crise alimentaire. Puis on s'est rendu compte que c'est vraiment pas une bonne idée. À un point tel que dans la stratégie énergétique du Québec, il y a la notion d'éthanol uniquement pour l'usine de Varennes et il n'y en aura pas d'autres. Mais même la nouvelle idée qu'ils ont eue, c'est d'avoir une deuxième génération. Le problème de la deuxième génération, c'est que l'éthanol n'est pas étiqueté. Il pourrait être étiqueté, ce qui fait que tu pourrais mettre dans ton char uniquement de l'éthanol cellulosique. Mais les gens qui vendent l'éthanol ne veulent pas faire ça parce que ils mettent de l'éthanol cellulosique qu'ils ne produisent pas encore, puis ils vendent de l'éthanol maïs crème. Et c'est ça qui se passe au Québec. Et en passant dans vos véhicules, je ne sais pas dans ce coin-ci, mais dans le coin de Montréal, à moins que vous mettiez du super, vous mettez de l'éthanol dans votre auto à 10 %. Moi, j'en veux pas, fait que je mets du super dans mon char. Et l'autre affaire, c'est que c'est vendu aux pétrolières. Watch bien ça. L'éthanol qui est produit à Varennes appartient à Greenfield Ethanol, qui vend tout ça à Suncor. Suncor, c'est le Petro-Canada. Une autre que je boycotte. Suncor, c'est des sables bitumineux. Bon, mais si vous voulez réduire vos CO2, là, plutôt que réduire ça par de l'éthanol qui est 10 que le rendement thermique n'est pas très bon et tout ça, à la place, allez vous chercher une hybride, vous allez faire du 30 allez vous chercher une Prius, vous allez faire du 30-40 de réduction. Fait qu'il n'y a pas de raison de faire ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'ONU, juste en janvier, vient de faire une proposition pour éliminer toute subvention, avantage, incitatif et tout ça à l'éthanol et au biodiesel, toute génération incluse, à cause qu'il y a trop de problèmes. Mais le Canada vient de faire ça aussi pour une autre raison. Le Canada dit les usines promettaient beaucoup, elles ne donnent pas, fait qu'on vire ça. Alors, pourquoi on investit dans l'éthanol? Parce que de l'éthanol, vous allez en mettre 5 à 10 dans votre char. Fait que les compagnies pétrolières continuent à vous vendre 90 de pétrole. Fait que c'est bon pour eux. Fait que c'est pour ça qu'on en veut de l'éthanol. Après, il y a l'exemple. Vous vous reconnaissez? Là, c'est ça, Gaétan est supposé nous fournir d'autres photos, là. Parce que celle-là, je l'ai pris la coopérative. La biomasse forestière locale, c'est super intéressant. Mais ça, on y reviendra peut-être tantôt avec vous autres, parce que vous avez des beaux exemples. Je pense que le Bas-Saint-Laurent, en général, est intéressant. 6 projets dans la Matapédia. Oui, c'est ça, 6 projets à la Matapédia. Puis il y en a. Claude-Abscal, Sylvic, Saint-Léon, Sainte-Irène, Val-d'Irène. Oui. Ça bouge fort. Oui. Fait que plus j'ai d'images, plus les autres régions du Québec vont pouvoir voir ce que j'ai fait. Là, j'ai juste mis quelques petites remarques, comme on parlait tantôt, les petits projets.
Résidus forestiers, un des problèmes qu'il y a présentement, c'est qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire juste les déchets? Est-ce que ça veut dire plus que ça? La majorité des informations que j'ai ici, je les ai tirées de Biomascarade, de Nicolas Mainville. Je ne sais pas si vous l'avez lu, le rapport de Greenpeace. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est restons en petite échelle. Puis je pense que c'est ça que vous voulez faire de toute Oui, façon. c'est ça. Puis, de toute façon, ici, c'est juste un faible pourcentage, mais c'est vraiment ce qui est laissé pour compte les branches. Mais même là, il faut que tu laisses de la matière organique sur les parterres de courbe pour ne pas appauvrir les sols forestiers. Donc, c'est bien compris, c'est un certain pourcentage, ça se limite à ça. Puis, on a amplement, même avec le 10%. Le Matapédia, c'est 70% du territoire qui est en forêt. Oui, c'est ça. C'est de garder l'équilibre. Puis, il y a bien sûr, ça en Suède, ça se développe beaucoup en ce moment, c'est tous les déchets de construction de bois. C'est hallucinant, les chantiers de construction, combien ils se jettent de bois. Moi, je ne suis pas capable de jeter de bois. Du bois du 2x4, là, ça traîne dans ma cave, je ne suis pas capable de jeter ça. Ensuite, vous connaissez le projet de Véro, les chantiers Martine Véro, ils ont mis 1 million de dollars en panneaux solaires. Michel, tu connais-tu? Oui. On l'a aussi un peu partout. Et ça fait une énorme différence. Ça, c'est un magnifique projet. Ça, à Halifax, eux autres, ce qu'ils se sont dit, c'est que les gens, ils en veulent des panneaux solaires, mais ils n'ont pas l'argent. Tu sais, souvent, le problème, c'est qu'il faut que tu mettes comme 10 000, 15 000, ce qu'on dit upfront, avant pour investir, puis après ça, tu vas le récupérer au fil des ans par tes économies d'énergie. Fait que la ville d'Halifax a dit non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je vais acheter des panneaux solaires, je vais fournir l'expertise, puis les gens vont m'embourser à travers leurs taxes municipales. OK? Ils voulaient, ils ont fait un prêt à la Fédération canadienne des municipalités de 5 millions de dollars. Puis il y a à peu près 500 à 700 propriétaires qui pouvaient en profiter. La première semaine, il y a eu 2400 personnes qui ont demandé à profiter du système. Puis l'amortissement est de 5 à 10 ans, ça veut dire sur 10 ans, tu as des panneaux solaires, puis après ça, tu économises. Fait qu'il faudrait faire la même chose au Québec. Le seul problème, c'est que présentement, ce n'est pas encore possible. Il y a un twist dans la loi, mais si on arrivait à le faire, on pourrait faire ça avec plein de choses en énergie. On pourrait faire ça en efficacité énergétique, on pourrait faire plein de projets. Parce qu'on n'est pas en Floride ou sous les soleils. Ah non, le potentiel solaire. Non, mais regarde, je sais que. Mais beaucoup de gens pensent qu'on n'a pas de solaire. C'est pour ça. Alors que le pays comme l'Allemagne est moins ensoleillé que le Québec est considéré comme le pays en Europe du solaire. Oui. Fait que, il faut démystifier ça. Tout à On a un fait. grand potentiel. Imaginez l'efficacité énergétique. Vous mettez un 10 000 sur votre maison que vous avez à l'avance, puis vous le repayez dans 5, 6, 7 ans. C'est sûr que ça peut se faire avec les caisses, mais c'est intéressant de le faire au niveau municipal. Ensuite, l'autre affaire, on a Amélie ici qui a pris une photo en 2008 de Capcha. Un des problèmes des éoliennes, c'est souvent qu'il y en a trop, qu'elles sont toutes ensemble et tout ça, puis on s'entend que c'était plus les premiers projets. Hier, j'ai vu celle de Sébec, et tout ça, quand je suis arrivée, j'ai eu une magnifique vue hier. Moi, personnellement, je trouve ça intéressant. Mais regarde, nous, on a fait l'exercice avant qu'il arrive pour dire où on pourrait en installer. Et on a aussi la chance d'être dans une vallée. ouais. Alors donc, on pouvait être moyennant une bombe, on a délimité là où ça devait être. Donc, ils ne peuvent pas s'installer n'importe où. OK. Moi, là, je vous prends, cette photo-là, je l'ai prise en 2011. C'était le long des autoroutes, ça, on le voit beaucoup en Europe. Le long des autoroutes, il n'y a personne qui ne va jamais se faire du bruit. Le long des autoroutes, c'est pas mal plus de bruit. Ils en mettent toujours comme juste une dizaine à travers, fait que ça ne dérange pas vraiment. Ça dérange beaucoup moins, en fait, que les pylônes. Et ensuite, de façon générale, ils enfouissent les fils. Il va falloir un jour trouver leur truc, là. Ça leur coûte pas cher, puis leurs fils sont enfouis partout. Mais tout le parc en haut ici est enfoui, les fils, et de même à ce qui va se faire au vent du PM. Alors, les projets dans Matapédia, c'est tous les fils enfouis. Contrairement à ce qu'ils ont fait à Nordockville ou à Capcha, je pense. Oui. Fait que ça, c'est intéressant. Donc, le succès dépend d'abord de l'acceptabilité sociale. Ça, dans le fond, on vient tout de le dire. Puis, il y a les mini-éoliennes. Ça se développe beaucoup, ça aussi, les mini-éoliennes. On a eu une belle discussion là-dessus hier soir. Ça, c'est la MRC Pierre de Sorel. C'est un bâtiment qui était à peu près à l'abandon, qu'ils ont rénové. Et ils ont mis une éolienne sous le toit, ils ont mis la géothermie. Ça. Et ce qui est intéressant, puis clairement, vous n'avez pas ce problème-là ici, c'est que c'est les maires et les mairesses qui se sont battus parce que ça coûtait plus cher, qui ont dû convaincre la population de les laisser aller à dépenser plus d'argent pour pouvoir faire ce bâtiment-là. Puis dans le coin de Sorel-Tracy, je ne sais pas si vous savez, mais c'est vraiment pas évident. Et comme ça a bien marché, maintenant, il y a un projet éolien qui fonctionne très bien aussi, qui est en train de se monter. C'est intéressant à voir. Ensuite, l'énergie gazière, ce que je vais vous expliquer, biogaz, biométhane. Les silos que vous voyez à gauche, c'est des biodigesteurs.
Il y en a qui prennent régulièrement, qui prennent régulièrement l'autoroute 20 entre Montréal et Québec? Pas souvent. Il y a des bouts que ça sent fort. Non, mais c'est pas ça. Ces trois-là sont collés sur l'autoroute. Il n'y a personne qui les voit. Parce que ça ressemble à des silos, on est dans la région de Saint-Hyacinthe, puis l'usine d'assainissement des eaux est à côté. C'est les déchets de l'usine d'assainissement des eaux qui s'en vont dans les biodigesteurs. Puis un biodigesteur, c'est une espèce de gros silo dans lequel tu mets ça, c'est liquide et tout ça. Puis tu augmentes la chaleur entre 35 et 55 degrés pendant un mois. Puis ce que ça fait, c'est que ça augmente ta putréfaction. Mais dans ta putréfaction, tu as le méthane, qui est du gaz naturel. Du gaz naturel, c'est du méthane. Puis, au bout d'un mois, il te reste aussi le digesta. Mais c'est des déchets organiques. Dans ce cas-là, c'est des eaux usées, c'est une autre question. Mais quand c'est des déchets organiques, ben, tu as un magnifique compost qui est aseptisé, qui sert à l'agriculture biologique. Et tu n'as pas de déchets. Tu n'en as plus. C'est pas une notion de pas de déchets. Fait que le gouvernement du Québec a allumé en 2008, ça a été très long. Vous savez, j'ai commencé à faire des conférences sur le biogaz en 2004. Les gens me disaient, c'est pareil comme dans Back to the Future. Tu sais, dans Back to the Future, quand tu mets de la banane dans le moteur, le docteur, comment ça s'appelait? Le professeur? Ça a l'air, les gens disaient, c'est quasiment extraterrestre. Ou là, ils me disaient, en Suède, oui, tu peux faire ça, mais au Québec, on ne peut pas, c'est pas la même mentalité, on n'a pas la même religion. Ben, en 2008, on a dû avoir la même religion parce qu'on est avec un programme. Le gouvernement du Québec dit on veut sortir 60% des déchets putrécides des sites d'enfouissement au Québec. Comment on fait ça? On fait ça en vous donnant de l'argent pour que vous fassiez des sites de compostage, vous fassiez des sites de biométhane. Et il y a 650 millions qui sont arrivés, et du Canada, et du Québec, et de la municipalité pour des projets. Je vous annonce que Rivière-du-Loup, Saint-Hyacinthe, Montréal, Québec, Sherbrooke, Varennes, Bromsisquoi sont tous en train de se monter des usines de biométhanisation municipales. Pour informer tout le groupe ici, la Matapédia est en train de négocier avec son partenaire la Métis d'être dans le projet de Rivière-du-Loup. C'est ça. Donc, on aurait une participation dans ça et nos putrécides iraient à Rivière-du-Loup pour faire du biométhane, alors que la ville de Rimouski nous offrait d'aller en plateforme de compostage. Et les gaz à effet de serre et tout, le bilan là, était négatif. Oui. La meilleure solution, tu l'expliquais, tu le disais, et c'est exactement ce qu'on nous avait expliqué. Oui. Et c'est pourquoi notre choix actuellement est là. Donc, les matapédiens, on s'en va dans le biométhane, mais à l'intérieur d'un projet qui est à Rivière-du-Loup. C'est chouette. À quel coût d'envoyer nos poubelles à Rivière-du-Loup pour faire Ça va être moins cher que de les envoyer à Matane, puis de les envoyer à... Les envoyer à Saint-Étienne-des-Grès dans Morcy, là. Il y a un coût quand même. Il y a un coût quand même, c'est Faisant en place d'en Oui, mais faire c'est aussi- Mais regarde là, tu le disais tantôt, là, le biométhane va être utilisé dans les camions qui vont transporter ça. Donc, il va être vendu et tout ça. Fait que c'est sûr que les usines de biométhane sont assez chères, ça c'est clair. Puis au Québec, je ne sais pas pourquoi ils sont nettement plus chers, par exemple, on va les voir en Suède, mais tu as de nombreux avantages à ça. Un site de compostage, tu vas faire du compost, c'est tout. Tu n'iras pas chercher ton énergie, tu ne remplaceras pas ton propane et tout ça. En passant, les projets de biométhanisation aussi, ce n'est pas pour l'électricité. C'est vraiment pour remplacer le gaz naturel. Le biométhane, c'est comme du biogaz, c'est comme du gaz naturel, ça sert au même. À la limite, il pourrait y avoir un barbecue au biogaz. Je ne sais pas si ça goûte le gaz. Le gaz de schiste, le gaz conventionnel, le biométhane, c'est toute la même affaire. C'est du CH4. La différence, c'est pas la source. C'est la source, c'est pas la combustion. C'est pas une fois qu'il est dans ton char ou qu'il est dans ton moteur, c'est comment tu le produis. Fait que t'as même pas besoin de changer ton moteur, tu fais juste... Non, c'est pour des moteurs qui fonctionnent déjà au gaz naturel. Comme par exemple, les camions Robert ont acheté 180 camions au gaz naturel, fait qu'ils peuvent mettre soit du gaz naturel, soit du biométhane. C'est mélangé, c'est exactement la même affaire. Demain, il se peut que des flottes des municipalités qui soient converties pour utiliser le biométhane. Ben oui. Il y a, en passant, je fais un petit détail. En arrière, on a mis des brochures sur le biométhane, sur la stratégie énergétique, sur l'éolienne, sur le solaire, je ne sais pas pourquoi, que vous pourrez prendre tantôt. Il y a plein de détails. Et celui sur le biogaz, j'ai pris une photo en Suède, c'est tous les autobus locaux de la ville. Il y a 12 autobus qui sont tous au biogaz. Fait qu'eux autres, ils ne dépensent plus d'argent pour le pétrole dans leurs autobus. Dans leurs véhicules municipaux, ils n'en dépensent plus non plus. C'est tout du biogaz produit. Ils sont Fait disponibles. que, ce qu'on peut mettre pour produire le biogaz, c'est tout ce qui est organique. C'est sûr que dans le cas de tout ce qui est ligneux, comme par exemple la biomasse forestière, il y a un autre procédé qui s'appelle la gazéification, mais de façon générale, outre le ligneux, tu peux tout mettre.
C'est intéressant. Parce que du compost, c'est pas une bonne idée de mettre de la viande dessus, par exemple. Là-dedans, pas de problème. Puis vous avez une réduction de GES au départ, quand les déchets organiques, plutôt des envoyés aussi d'enfouissement. Ensuite, vous les avez aussi, si vous les avez dans les camions, c'est toujours très chouette d'avoir des camions qui fonctionnent au biogaz. Puis, dans le fond, vous les avez aussi de la façon dont vous allez chercher le biogaz. Parce qu'on s'entend qu'aller extraire du gaz naturel fossile, il y a de la production de GES que vous n'avez pas dans ce cas-là. Puis, c'est très simple, puis c'est un peu ce qu'on parlait d'économie circulaire et tout, c'est qu'il n'y a pas de déchets dans ce principe-là. Tous les déchets organiques s'en vont, on va chercher le méthane, on récupère le compost. Qu'est-ce que vous pensez qu'on fait avec le compost? On le renvoie en agriculture, donc il revient. Il n'y a pas de déchets. C'est fun, j'aime ça, pas de déchets. Juste pour vous donner une idée comment ça va, 20% des besoins de transport en Suède, ils s'en viennent très, très rapidement avec ça. Eux autres, ils l'ont mis dans les voitures, ils ont fait des systèmes des circuits de stations-service. Ils sont rendus à 40-50 000 voitures qui fonctionnent au biogaz. Et dans plusieurs villes, ils fournissent des voitures au biogaz 100%, ça veut dire aucun gaz naturel fossile dedans, mais ils ont au moins un minimum de 65% de biogaz quand tu vas mettre du biogaz dans ta voiture, ce qui est super chouette. En Chine, je suis allée en Chine en 2010, 40 à 70% des besoins d'énergie dans les milieux ruraux de la Chine vont être avec le biogaz qui provient des déchets organiques. Et là, on ne parle pas des petits, parce qu'il existe aussi un petit modèle de digesteur qui est tout petit pour ton poêle et tout ça, qu'on a vu beaucoup en Chine depuis longtemps. On parle des grandes usines de biométhanisation. Au Vietnam, c'est des tout petits, ils sont à 100 000, ils en veulent 200 000. Puis en Allemagne, tu en as 5 000, puis tu en as 5 000 beaucoup parce que c'est sur les fermes. C'est du biogaz qui est à la ferme. Mais il faut comprendre que l'exemple allemand n'est pas bon pour le Québec dans le sens où, au Québec, le prix du kilowattheure, c'est 6 à 7 cents du kilowattheure. En Allemagne, c'est 30 sous du kilomètre-heure. Fait qu'on s'entend que c'est 5 fois plus, donc c'est plus rentable d'en produire. Et l'autre chose, c'est que c'est une façon de subventionner l'agriculture, parce que la Commission européenne est très sensible sur les subventions qu'on peut ou ne peut pas donner aux agriculteurs. Puis comme ça, on ne donne pas de subvention à l'agriculture, on donne la subvention à l'énergie. Puis pour informer encore plus gros, c'est que l'usine de Natrel Amqui se prépare à faire un projet de biométhanisme avec leur lait de... Leur rejet de lait de fromage qui actuellement prennent les conduites de la ville, vont faire bassin de traitement et ça va devenir zéro. Ils vont faire des grandes économies d'énergie puisqu'ils vont utiliser le biométhane pour chauffer, faire la vapeur. En fait, ça va être du biogaz parce qu'il est moins pur que le biométhane. Biogaz, OK. Ouais. Bon. La différence entre le biogaz et le biométhane, c'est que le biogaz, ça sort par exemple comme là, ça sort souvent des sites d'enfouissement et tout ça, il y a, mettons, 45, 50, 55% de méthane dedans. Quand c'est purifié pour être du biométhane, on monte en haut de 80-90%. C'est pour ça qu'on appelle ça après du biométhane. Et ces possibilités-là d'autoproduire de l'énergie locale, ça peut faire de magnifiques bienfaits locaux. Et quand je suis allé en Belgique il y a 2 ans, je suis traversé au Luxembourg, à Beckrich, où la petite municipalité qui était vraiment en train de disparaître de la carte, ont fait un virage incroyable. Parce qu'ils ont installé les réseaux de chaleur à la biomasse et avec la biométhanisation, parce qu'il y a des surplus de fermes, et ils ont mis en place des biodigesteurs. Et là, les revenus que ça crée à la municipalité, ils ont créé par exemple un centre où les enfants qui, après l'école, sortent, qui ne savent pas où aller, ils vont là, si ce n'est pas une garderie, en tout cas, c'est fantastique. Et bien d'autres projets qu'ils nous ont montrés dans la municipalité. Alors, ça, c'est reprendre en main son avenir. Oui, tout à fait. Puis vous avez fait de la biomasse forestière, votre prochaine étape, on sera en collaboration. Au Québec, on a décidé de suivre le modèle suédois, non pas le modèle allemand, c'est-à-dire que c'est important que ça soit de propriété publique. Les poubelles là, sont à vous autres. Les déchets là, sont à vous autres en ce moment. C'est vous autres qui mettez de l'argent public dedans. Mais c'est normal que ça soit à vous autres. Donc c'est normal que ça aille pas au privé, mais que ça aille au public. Ensuite, c'est considéré. Les municipalités, là, ils ne gèrent pas l'énergie de façon générale. Vous êtes une exception à Amqui. Généralement, on gère les matières résiduelles. C'est une responsabilité municipale de MRC. C'était drôle parce qu'au début, quand j'ai commencé à faire des projets de biogaz, les municipalités ne savaient pas quoi faire avec le biogaz. Ils disaient, on gère nos matières résiduelles, le gaz, on sait pas ce qu'on fait avec. Comme si ça valait rien. C'était vraiment drôle. Le digestat est très intéressant. Présentement, il est peu valorisé. Il y a peu de... On a peu réfléchi sur cette question-là, mais une chose qui est fondamentale, c'est que tu peux avoir du biogaz à partir de l'assainissement des eaux, ça va très bien, ou à partir des déchets organiques. Il ne faut pas mélanger les deux, parce que si on mélange les deux, les agriculteurs, avec raison, disent du digestat d'eau usée, il y a des métaux lourds là-dedans, il risque d'avoir plein d'affaires.
je ne veux pas avoir ça dans les champs. Mais quand tu lui dis c'est juste des déchets organiques, il va le chercher. Parce que là, c'est intéressant. Oui, il faut les faire catégoriser pour voir s'il n'y a pas... Mais il ne faut pas qu'il y ait de mélange. Non, effectivement. C'est ça. Ça demande beaucoup de publicité, de sensibilisation. Nous autres, on en fait beaucoup à la QLPA. On s'en vient avec un guide pour les municipalités pour les aider sur cette question-là. Et troisième partie qui est assez courte, c'est une fois que vous avez entendu tout ça sur le pétrole, sur le gaz, que vous avez entendu ça sur les énergies renouvelables, dans le fond, il faut voir, on est dans où on est rendu au Québec. Quand je vous dis qu'on est à la croisée des chemins, là, ça, là, c'était l'élection a eu lieu le 4 septembre. Ça, le 4 septembre, c'est ce que le Parti actuel, le Parti québécois, avait mis sur la table pour l'élection. Moratoire complet sur le gaz de schiste. Gentilly 2 fermé. Électrification des transports, autant de public, c'est-à-dire les autobus et tout ça, que les véhicules électriques, les bornes et tout ça. Biogaz, biométhanisation et gazéification, ça s'en est. Nouvelle stratégie énergétique, pétrole dans le Golfe, puis gaz conventionnel. Pétrole, ils ont dit qu'ils étaient intéressés sans le préciser, puis le gaz conventionnel aux îles de la Madeleine, ils étaient contre, si je me rappelle bien. OK, ça, c'est ça qu'ils annonçaient. Le moratoire complet, il n'est pas fait. Il est très... Vous savez que le moratoire sur le gaz de schiste, il n'est toujours pas voté, puis en plus, il est seulement pour 2 régions du Québec. Fermeture de Gentilly 2, c'est fait. Électrification des transports, je ne sais pas si vous avez suivi les journaux, il y a 2 semaines, ils sont repartis en grand là-dessus. Ça devrait se faire, tous les partis étaient pour. Biogaz, biométhanisation, gazéification, en gros, ça va. Nouvelle stratégie énergétique, ils vont se promener bientôt, ça s'en vient. Pétrole, vous le voyez, puis le gaz conventionnel des îles de la Madeleine, on a le maire Arsenault qui vient de voter un règlement pour protéger l'eau, ce qui a beaucoup exaspéré Gaspem, qui songerait même à aller voir ailleurs. On est content. Oui, les gens des îles jubilent. Stratégie, refus des hydrocarbures. Comme je vous dis, vous ne pouvez pas toucher à un quart de la tarte. Soit qu'on y va à fond, soit qu'on y va pas. C'est à tout le monde de choisir. Moi, j'ai mon opinion, mais vous autres, vous avez la vôtre aussi. Stratégie commune, on ne peut plus... Nous autres, on pensait qu'on va faire une stratégie, par exemple, de lutte contre les gaz de schiste, puis que les gens de pétrole le feraient aussi à part. Puis on se rend compte que non, ça va tout ensemble. C'est le monde des hydrocarbures au complet, donc il faut regarder la stratégie au complet. Attention aux infrastructures. Là, je vais vous raconter une passe que moi-même, j'ai compris il y a juste quelques mois, puis j'étais catastrophée quand je l'ai compris. Présentement, le prix du gaz naturel est très bas. Okay? Qu'est-ce qui se passe? Quand le prix est très bas, ce qui se passe, c'est qu'on transforme nos infrastructures pour qu'elles accueillent le gaz naturel parce que le prix est très bas. Donc, on bâtit un réseau routier de gaz naturel, on met des usines pour produire l'électricité aux États-Unis, beaucoup et tout ça. Mais en même temps, ce qui se produit, c'est qu'ils sont en train de monter des ports, comme le port méthanier de Rabaska, mais pour pas importer le gaz, pour l'exporter vers l'Asie, parce que alors que nous, il est à 3 du gigajoule, eux autres, il est à 15 $. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter la demande, ça va faire monter les prix, et on va devenir dépendant à la fois du pétrole et du gaz naturel. C'est surtout pas ça qu'on veut. Ensuite, les énergies renouvelables, si vous voulez en avoir, il faut que ça soit priorisé dans la stratégie. En ce moment, ça ne l'est pas. En ce moment, c'est vraiment, c'est cute votre beau petit projet de biomasse. C'est donc, je le dis. C'est donc cute la petite usine de biométhanisation de Saint-Hyacinthe. C'est des beaux petits projets pilotes. Hein? C'est littéralement comme ça que c'est vu. Plutôt que de dire, on va regarder l'ensemble du Québec, on va voir où on est rendu. L'autre chose qui est importante de comprendre, ce que je disais tantôt, l'énergie, c'est un produit financier. C'est vu comme ça. On va faire de l'argent avec ça. Je vais vous montrer tout de suite après la stratégie énergétique, comment le Parti libéral l'avait pensé. Vous allez voir que c'est quelque chose d'économique. Et ensuite, il y a la hiérarchisation, mais ça, on en a parlé un petit peu tantôt. Ça va avec le grand tableau vert, jaune, rouge. La stratégie québécoise de l'énergie qu'on a présentement, y a-t-il quoi qui vous frappe dans les 6 orientations? On est en... L'industrie, c'est 2. Oui. Mais de façon générale, on s'entend-tu que c'est plus une politique économique? Il n'y a pas d'environnement. Parce que le développement durable, dépendant comment tu l'interprètes, c'est pas de l'environnement. Puis on le voit vraiment, l'opinion du gouvernement du Québec là-dessus, c'était que le développement économique, oui, on s'occupait de l'environnement, mais en gros, on faisait du développement économique. Il n'y a rien en environnement là-dessus. Il y a juste le mot durable. Oui, c'est ça. Puis on sait qu'est-ce qui peut être durable. Donc, il y a des très bonnes idées dans la stratégie, si vous la lisez, c'est intéressant. Il parle de biomasse, il parle de petites choses de même, mais c'est ça, c'est du saupoudrage. C'est aussi ce que je vous disais tantôt, on ne peut pas développer en même temps les deux. Ça, c'est une approche type buffet. Tu veux faire de l'hydroélectricité, tu veux faire de la biomasse, tu veux faire du gaz, du pétrole, ben, tu choisis dans ce que tu veux.
prépondérance, c'était le colonialiste. Faites attention, on retourne vers la colonie. C'est quoi la colonie? C'est à l'époque où on venait chercher les ressources naturelles, puis on repartait. On allait dans les fous de castor. Pas de vision environnementaliste. La vision environnementaliste au Québec, en tout cas jusqu'à récemment, c'était une responsabilité personnelle. Classez vos déchets. Faites attention à l'eau, ce n'est pas une responsabilité gouvernementale, c'est chacun. On est coupable chacun d'entre nous, plutôt que ce soit une vision centrale. Ça laisse beaucoup de place au développement économique sans consultation. Le plan Nord, il n'y a pas eu de consultation. Gaz de schiste, il n'y a pas eu de consultation. L'éthanol, à l'époque, il n'y a pas eu de consultation. C'était dans la stratégie, on l'a fait. Même dans les jardins, oui. C'est ça. Puis, c'est éloigné du débat public sur l'énergie. Le débat public sur l'énergie, c'est en 91. Il y a eu une énorme tournée pour savoir qu'est-ce que les Québécois voulaient avoir au niveau énergétique. C'est très loin de ça. Puis, il n'y a pas de mention des changements climatiques. On fait comme si les changements climatiques n'existaient pas. Or, en passant, le fait d'avoir un chauffage communautaire de biomasse, s'il arrive une catastrophe et que vous perdez l'électricité pendant un grand bout de temps, vos bâtiments principaux vont être chauffés. Ce qui n'est pas un détail au Québec. Mais il n'y en a pas. En 95, c'est ça les solutions que les gens avaient sorties. Puis là, on parle, c'est vraiment, il y a eu 3000 personnes qui ont été consultées, tout ça. Puis la première chose que les gens ont dit, c'est que la première énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. C'est-à-dire, si votre maison est bien isolée, vous ne consommez ni de pétrole, ni gaz, ni électricité, ni rien, parce que la maison est bien isolée. Donc, il y avait eu création de l'Agence d'efficacité énergétique. L'Agence d'efficacité énergétique a été abolie l'année passée et a été remise au ministère des Ressources naturelles, puis il ne se passe plus grand-chose depuis ce temps-là. Vous avez aussi exigé de Gaz Métro et de Hydro-Québec d'avoir des programmes d'efficacité énergétique qui vendaient leur clientèle. Ça, c'est encore là, mais vous demandez à des gens de Gaz Métro, les vendeurs de chez Gaz Métro, là, ils sont payés au bonus. Plus ils vendent de gaz, plus ils sont payés. C'est à ces gens-là qu'on demande de faire la promotion de l'efficacité énergétique. On s'entend-tu que ça marche plus ou moins? Même chose pour Hydro-Québec. Et on avait la Régie de l'énergie. La Régie de l'énergie a été mise là par des environnementalistes pour qu'il y ait un meilleur contrôle de la distribution énergétique au Québec. Je suis souvent à la Régie de l'énergie, je peux vous dire qu'on se fait même dire de ne pas parler d'environnement sur certains dossiers, qu'ils n'accepteront pas les arguments environnementaux. On est des groupes environnementaux en passant. Ensuite, les gens commentaient l'éolien, le solaire, la biomasse, le biogaz n'existait pas à l'époque. Et surtout, une planification intégrée des ressources. On regarde ce qu'on a, on regarde c'est quoi notre réalité, puis on travaille à partir de ça. Alors, juste pour conclure, dans le fond, dans toute la question énergétique qu'on va avoir dans les mois qui viennent, parce que faites-vous pas d'illusions, on va entendre parler de plus en plus d'énergie. C'est clair, il va y avoir de plus en plus de débats là-dessus. Regardons, c'est quoi les sources d'énergie, les échelles, le multi-usage. Est-ce qu'on a une solution à la fois pour l'eau, les déchets? Est-ce qu'on est capable de voir de quoi? Qu'est-ce qui est le moins dommageable dans la production d'énergie? Subventions diverses, ça serait le fun qu'on le fasse juste pour le renouvelable. Présentement, il s'est fait beaucoup de subventions au gaz et pétrole par en dessous de la table, par des études de la SOCIP et tout ça. J'espère qu'un jour, on va savoir c'est quoi les montants, mais c'est substantiel. Ils ont des bons lobbyistes. Ah oui, puis ça fait longtemps. Intégration de la planification de la réglementation municipale et régionale. On vient d'avoir une loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui a été refaite. Il n'y a aucune mention des énergies renouvelables. Comme si ça n'existait pas. Comme le changement climatique, ça n'existe pas. Encourager la production décentralisée, vous savez de quoi on parle. Inclure les échanges, la formation. Plus les gens connaissent l'énergie, plus ils risquent d'économiser, plus ils risquent de faire les bons choix, plus ça risque de changer. Attention aux consultations, c'est ce que je vous disais tantôt. Y en a-t-il qui a écouté le Télé-Gaspé, les petits reportages de Pétrolium? Non? Allez écouter ça, c'est vraiment fun. Ils veulent avoir notre opinion, pour avoir notre opinion. Ils ne veulent pas avoir notre opinion pour changer. Ils veulent avoir notre opinion pour avoir notre opinion. Donc, attention aux consultations, ça peut être le fun, mais il faut que ça donne quelque chose. Beaucoup d'informations, ça va. Les atouts du Bas-Saint-Laurent. Ah oui, les atouts du Bas-Saint-Laurent. Et je finis avec ça. Dans le Bas-Saint-Laurent, vous avez des cours de biométhanisation, vous avez des choses en éolienne, vous avez des contrats obligatoires qui est la production d'éoliennes, vous avez des choses en biomasse, vous avez déjà les atouts, vous autres, vous êtes plus partis que d'autres régions. Moi, dans ma région, Montérégie, tout ce qu'il y a, c'est l'électricité avec les REP. Vous autres, vous êtes déjà partis. Fait capitaliser là-dessus, je pense que c'est un peu ça que vous faites, là. C'est ça. Questions, commentaires, tout ça? Les cordes vocales sont sèches, ça. Questions? Commentaires? Questions, commentaires? Des choses qui vous ont choqué? Michel? Ouais, très intéressant. Mais dans le fond, même si c'est la deuxième fois que je voyais la conférence,
j'ai comme peaufiné un peu mon information. Mais ben, je pense que ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, pour la génération des jeunes qui est ici présent, je pense que si on décide de se prendre en main, on peut vraiment faire quelque chose d'intéressant. Pour vous, c'est le message que j'ai vu. Pour les jeunes, je pense que dans le fond, c'est d'en prendre un offre, puis comme on dit, il ne reste rien qu'à travailler. D'autres commentaires? Ceux qui suivent le cours à Stéphane, hein? Le bon prof, là. Ou à Julie, qui doit être bon prof aussi. Y a-t-il des choses, avez-vous appris des choses? Oui. Y a-t-il des choses que vous trouvez que c'est trop lourd, c'est trop... Oui? Ça rejoint-tu un peu ce que vous apprenez dans le cours et tout ça? Excusez, je suis peut-être pas très au courant, mais en tout cas, je vais mettre des opinions. Aujourd'hui, je m'adonnais à lire le Journal de Québec au McDonald's. C'est rare, je vois là. Puis il y avait une page, il y avait un monsieur qui parlait, puis il nous traitait quasiment de cave qu'on ne développe pas toutes nos ressources. On a du pétrole, on a ci, on a ça, on a ci, on a ça, on a de l'eau potable, puis ah oui, tu sais, mais j'aurais dû l'aimer. Allez virer au McDo, prenez un journal. Déjà, le McDo, c'est quelque chose. Parce qu'il y a des choses un petit peu. Oui. Et puis je trouve ce qui est... Ben moi, je sais juste que ce que les émissions disent ou les journalistes disent. Oui. Le danger, c'est le méthane dans les pôles nord et les pôles sud. Et malheureusement, le changement climatique s'accentue surtout là. Oui. Puis même que ça starte cette affaire-là, c'est point de non-retour. La bombe à retardement. Ça, c'est point de non-retour, mais on ne sait pas quand. C'est juste pour vous expliquer, vous savez que la calotte polaire est en train de fondre. La calotte polaire, ça a le pergélisol, ce qui est constamment gelé. Et dans le pergélisol, il y a énormément de ce méthane-là. C'est formidable, les quantités. C'est ça. Incroyable. Et là, présentement, les gens de l'industrie disent « Ah, c'est le fun, ça fond, on va pouvoir passer là en bateau, on va pouvoir aller chercher le gaz et le pétrole. » Mais en fait, si le méthane... La raison pourquoi le gouvernement du Québec dit « On veut sortir les déchets plus faciles », c'est entre autres parce que la production du méthane. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre 21 fois plus dommageable que les CO2, et à court terme en plus. Ce qui veut dire qu'ils ont trouvé cette solution-là en disant plutôt que, en allant chercher le biogaz, on le capture, on le met dans les voitures, plutôt qu'il s'en aille dans l'air. Okay? Au moins, il est en combustion. Mais ce que dit monsieur, il a tout à fait raison, c'est que le pergélisol est en train de fondre, il va libérer des quantités de méthane phénoménal. Mortelles, moi je dirais. En tout cas, je ben, sais pas, une des 4 extinctions massives qu'il y a eu sur la Terre au cours des millions d'années a été causée par le méthane. Ah, ça peut, mais ouais. Il y a eu Sans embarquer 4, là-dedans. Mais pour vous dire, il y a plein de reportages qui montrent que les jeunes. Vous avez vu peut-être dans Gazland, le gars qui allumait son robinet, là. Ben, dans le Nord, présentement, on est capable d'allumer des flaques d'eau. Et là, on ne peut pas le récupérer, je m'excuse, c'est le danger. Oui. Parce que, en tout cas, c'est ce qu'il disait à l'émission Découverte, que moi, je ne l'aurais jamais su. Mais c'est le danger. Puis, il disait l'autre jour dans l'émission, l'humanité a à peine 12 000 ans. Très, très, très peu sur les millions d'années, avec 4 extinctions massives. On se demande si on va durer un siècle. Oui, mais ça, moi, je me rappelle quand on était on allait passer à bombe nucléaire. Un siècle, quelques siècles, on est en train de se demander. On verra. Qui vivra, verra. C'est rendu là, je trouve. Et puis, question politique, là. Question politique, il y a toutes sortes d'autres choses qui tournent autour du Québec. Là. Je suis pas au courant de tout. Regardez, Terre-Neuve a eu des subventions de milliards du gouvernement fédéral gratuites pour développer l'électricité au Labrador, de passer par câble souterrain aux États-Unis. Ah oui, oui, et là, l'Hydro-Québec est en beau sifflet. Mais moi, je ne veux pas embarquer dans tout le débat mondial de l'énergie. Non, mais il y a des choses qui tournent autour de tout ça, là. Puis tu as les histoires de pipelines qui veulent inverser, là, qui datent de 40 ans avec du pétrole et des sables bitumineux, qui disent qu'il est 4 fois plus polluant que le pétrole normal. C'est ça. Mais l'idée de la présentation, c'était de donner un aperçu de tout. Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, que Kim, tu peux peut-être, bon, un peu dans le même sens que monsieur, justement, avec la clause de proportionnalité, peut-être nous amener un peu sur cet aspect-là, à savoir qu'est-ce que ça représente vraiment pour le Canada par rapport aux États-Unis. On a parlé un petit peu tantôt, c'est ça, c'est juste ce que je vous disais au tout début, quand je vous disais que 2 tiers de la production de pétrole et de gaz au Canada doit aller aux États-Unis selon une clause de proportionnalité. Ça veut dire que plus on augmente notre production de gaz et de pétrole, plus on doit l'envoyer aux États-Unis avant nos besoins. Ce qui fait qu'il fallait qu'on se ramasse dans une pénurie ou que la demande soit beaucoup plus forte que l'offre.
c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes que ce qu'on a. On pourrait se ramasser, nous, pas de pétrole, puis eux, avec le pétrole. C'est quoi qu'ils nous donnent en contrepartie? Si on a fait un deal de même, c'est quoi qu'on les a... C'est quoi qu'ils nous donnent en contrepartie, là? Ils l'achètent, c'est tout. C'est eux autres qui ont sécurisé là, leur rapport énergétique. Ça veut dire, en gros, on n'a pas de politique de sécurité énergétique. Ah non, on n'a aucune politique de sécurité. Ça veut dire qu'il faudrait réformer l'ALENA, parce que ça vient de c'est pour ça que c'est intéressant de dire on va développer à la place l'hydroélectricité, on va développer les énergies locales, parce que ça, tu peux pas rien faire. Ils ne peuvent pas venir la chercher. C'est intéressant qu'ils ne peuvent pas venir la chercher. Donc, l'intérêt pour les autres formes d'énergie, c'est comme biomasse, ou etc. Puis en passant, la question des fuites, là, il y a beaucoup de fuites dans le gaz, dans le pétrole, même dans le nucléaire, il y a des problèmes et tout ça. Mais vous savez comment on appelle ça, une fuite solaire? Une journée ensoleillée. Hey, moi, je félicite les jeunes de là, Ah ouais. avec le vote, puis de venir t'entendre. Je suis Et bien la contente. filière énergétique, c'est majeur dans un plan de match pour développer un milieu de vie, que ce soit une communauté, une région. L'avenir passe par l'énergie. Alors, on voit que les pays qui manquent d'énergie, ça va mal. Les pays qui manquent d'eau potable, ça va vraiment mal. Ou les pays que l'énergie leur appartient pas. Oui, surtout avec la Parce qu'au dépendance. Niger, ce que je parlais tantôt avec Shell, là, ils en ont l'énergie, mais pas eux autres. Ça fait qu'eux autres n'ont aucun bénéfice. Puis, Il faut s'intéresser à ça et je suis très fier qu'ils soient là pour s'intéresser à ça. OK? merci, M. le maire. Pareillement. En tout cas, bref, merci. Est-ce que vous n'avez pas d'autres questions, interventions? On peut faire l'examen là, dans le On a prévu un examen de 103 questions. La 103e est pas facile. Non, c'est un simple petit questionnaire de 3 questions. Ah oui, Michel a ça. Écoutez, on est. Dans le fond, on a besoin de savoir si ça a un impact. Mais Michel, vas-y. Ouais, dans le fond, c'est ça, c'est 3 questions qui ont été dans le fond, acheminées pour la fin de la conférence. La première, ça dit, est-ce que notre discussion sur les énergies renouvelables vous a appris quelque chose? Donc, la réponse est très simple, c'est oui ou non. Ben, En deuxième question, est-ce que vous pensez que cela aura un impact dans vos choix personnels ou dans votre implication citoyenne, notamment sur les enjeux énergétiques? Et la dernière question, êtes-vous intéressé à participer à une activité du chantier québécois en efficacité énergétique? Si oui, ben, vous pouvez prendre des coordonnées, nom, ville, courriel. Donc, on fait tout ça ici là, pour... Donc, peut-être avant de partir dans un, disons, troisième temps, parce qu'il y a eu la conférence question, là, c'est peut-être d'aller voir Michel dans le panel, justement, sur les énergies renouvelables, puis essayer peut-être de répondre, prendre d'autres informations, compléter, etc. Là. Et il y a de la documentation aussi qui est disponible. Là. c'est ça. La raison pour laquelle les questions sont posées, c'est qu'on a des bailleurs de fonds qui nous demandent d'avoir des indicateurs que ça sert à quelque chose, qu'est-ce qu'on fait. Et dans le fond, c'est juste pour ça. Je vous remercie. J'espère que je vais revenir à Amkoui avant. Kim, là, il va falloir que tu mettes ça. Tu vas en Suède à toutes les années, il va falloir que tu viennes à un coup toutes les années. C'est chouette. Regarde, il va y avoir les étudiants à toutes les années ici. Là. Invitez-moi. Merci beaucoup. En tout cas, un gros merci. Bon, c'est correct. Faut que tu fasses ça. Donc, là, pour ce site indicatif, ça va permettre Ouais, c'est conduit à quelques années. Ok, c'est juste en même temps. En fait. Fait que pour ceux et celles qui sont dans le cours de Julie, peut-être sur la biomasse, des informations aussi sur la biométhane. c'est bon. Le chantier québécois d'efficacité énergétique. Si vous avez des questions spécifiquement, on est là, on peut vous aider à y répondre. C'est vrai, hein? C'est bien pour vrai. Pas de la vie, Les documents sur le biogaz, je vais aider en plus.